donc Fake News, un danger pour les démocraties. Cette conférence s'inscrit dans le programme des animations liées à l'exposition Fake News que vous retrouvez dans le couloir. Et donc le programme, vous pouvez le trouver en sortant à la sortie de la salle. C'est le programme janvier-juin des animations liées à l'exposition. Le projet Fake News bénéficie du soutien de l'État via une subvention qu'on a obtenue auprès de la Direction régionale des affaires culturelles. Et c'est une conférence qui est en partenariat avec Fake Off, en la présence de Lucille Berland. Fake Off, c'est une association de journalistes qui est engagée dans le développement de l'esprit critique et dans la lutte contre la désinformation. Et c'est également Fake Off, donc en collaboration avec la médiathèque, qui a conçu l'exposition que vous retrouvez dans le couloir. C'est notamment la journaliste Juliette Arrault qui a conçu l'exposition et qui a donc rédigé les textes des panneaux. Lucille Berland, vous êtes journaliste indépendante depuis 10 ans, donc réalisatrice d'enquêtes et de documentaires pour la télévision, notamment pour le service public. On peut citer compléments d'enquête pour France 2, pièces à conviction pour France 3 ou des documentaires pour Arte et France 5. Vous êtes également coprésidente de l'Observatoire français des atteintes à la liberté de la presse et vous êtes aussi cofondatrice de l'association Fake Off. Aujourd'hui, vous allez nous parler de la désinformation, vous allez nous présenter les mécanismes, leurs acteurs et les dangers qu'ils font peser sur la liberté d'informer et sur le discernement citoyen. Je vous souhaite une bonne conférence. Merci beaucoup pour l'introduction. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, ça va, de partout, jusqu'au fond. Super. Eh bien, un grand merci d'être venu, d'avoir fait le déplacement pour un samedi après-midi, pour ce sujet ardu, mais on ne peut plus nécessaire, et on en parlait avec quelques-uns, on ne peut plus actuel aussi. Et chaque jour nous réserve son lot de surprises ces jours-ci, ces mois derniers, ces années dernières. On ne compte pas le nombre de sujets qui arrivent sur nos écrans et d'objets qui nous interrogent et nous font nous demander si on est face à de l'information ou de la désinformation. Donc voilà l'objet de ma venue. Merci beaucoup à la médiathèque de Moulins et à toute l'équipe pour l'accueil très chaleureux. Et merci aussi à la communauté de communes de Moulins. Et madame en est la représentante aujourd'hui. Merci pour le soutien et cette co-construction de l'exposition que vous pourrez découvrir après si vous ne la connaissez pas déjà. C'est vraiment utile, c'est vraiment précieux de pouvoir s'appuyer sur un lieu qui est aussi moteur et aussi engagé sur ces questions-là. Alors, aujourd'hui, nous allons être ensemble quasiment 1h30, mais la partie vraiment conférence, j'allais dire, durera 1 heure, 1h15. Le format que je fais aujourd'hui est habituellement plutôt sur 2 heures, mais voilà, tout ne sera pas abordé. Mais on va essayer d'en tirer la substantifique moelle et surtout ce que j'aimerais avec vous c'est qu'on puisse être dans le dialogue. On n'est pas sur quelque chose de descendant, bien sûr je vais vous présenter des choses, mais surtout si ce n'est pas clair, si vous avez des demandes de précision ou des suggestions, des objections, et bien surtout n'hésitez pas à lever la main et à poser des questions ou à prendre la parole pendant cette conférence. Il faut que ce soit un échange. Fake Off, en 2 mots, c'est une association qui a été créée dans la foulée des attentats de Charlie Hebdo, notamment par des collègues, des consoeurs, notamment Aude Fabre, parce que on était, moi j'y suis arrivée 2-3 mois après les attentats, dans une agence de presse qui s'appelle Première Ligne Télévision, qui était située rue Nicolas Appert, dans le même immeuble que la rédaction de Charlie Hebdo, à 1 ou 2 portes, à quelques mètres des lieux où ont eu lieu ce massacre de journalistes. Et donc, ce qui a été à l'époque très perturbant en plus de ce trauma, c'est que dans les jours qui ont suivi, des images ont beaucoup circulé, vous les avez peut-être en tête, de plusieurs journalistes avec des gilets pare-balles sur les toits de ces bâtiments. Elles ont pas mal circulé sur les réseaux sociaux, certains portant donc des gilets pare-balles. Et donc c'est les confrères et les consoeurs de Première Ligne Télévision, qui est cette agence de presse qui est dans le même bâtiment.
Il a été dit à ses confrères dans la foulée, sur les réseaux sociaux. Ils ont été désignés comme étant du coup peut-être au courant, voire responsables ou complices parce qu'ils portaient des gilets pare-balles. Et comment auraient-ils pu être munis de gilets pare-balles si ce n'est pas parce qu'ils avaient été mis au courant à l'avance de ce qui allait se passer? Ben, nous, on a la réponse, hein. Les collègues de première ligne, ce sont des journalistes qui sont amenés à aller sur des terrains de guerre. Donc tout simplement, dans l'agence, il y a toujours 2 ou 3 gilets pare-balles. Et donc, ce jour-là, quand ils ont entendu le bruit des kalachnikovs, certains s'en sont munis pour aller se réfugier sur le toit. Voilà, la réalité est parfois beaucoup plus simple que ce qu'on veut lui faire dire par la suite. Mais c'est l'une des raisons qui nous a poussé à ce moment-là à nous dire qu'il faut qu'on sorte de nos rédactions et qu'il faut qu'on aille expliquer notre métier et raconter ce qu'on fait et répondre aux interrogations des gens pour créer un vrai dialogue avec les gens et qu'ils n'aient pas l'impression qu'on est dans une tour d'ivoire, déconnecté des gens, pour retisser du lien et retisser de la confiance. Et puis mon parcours en 2 mots, il a déjà été présenté, donc je ne vais pas revenir dessus. Mais voilà, je suis journaliste depuis 10 ans, essentiellement pour le service public et essentiellement pour la télé. Donc voilà. Alors pour commencer, peut-être quelques éléments de définition, parce qu'on s'y perd un peu parfois dans tous ces termes qui se ressemblent, alors avec de l'anglais, parfois du français, du franglais, et qui sont parfois utilisés un peu à tort et à travers ou l'un pour l'autre, alors qu'ils ont quand même leurs nuances et des nuances intéressantes à cerner. Par exemple, ici, petit test, qui sait ce que c'est que la mésinformation? À part mes chers collègues de la médiathèque de Moulins. Une tentative? Peut-être qu'on n'est pas assez informé sur un sujet et qu'on pense l'être et en fait non, un truc comme ça. Alors ça pourrait. La mésinformation, elle a une spécificité. Et pour l'illustrer, je vais revenir sur une affaire. Ce visage, vous le connaissez, il vous dit quelque chose, j'imagine. Xavier Dupont de Ligonnès. Cette affaire qui a eu lieu en 2011 donc à Nantes, ce quintuple meurtre, il a assassiné donc sa femme et leurs 4 enfants. Et donc c'est un homme qui est recherché évidemment, vous imaginez bien, depuis des années. Et alors, donc, pendant des années, donc, il y a une notice Interpol, etc. Et pendant des années, il est recherché partout. Or, rebondissement, je ne sais pas si vous vous souvenez, octobre 2019, à la une du Parisien, on nous annonce arrêté. Xavier Dupont de Ligonnès, arrêté. Eh bien, nous sommes dans un des cas récents et dans l'histoire de la presse, pour le coup, parce que la presse peut aussi être parfois coupable et relais, parfois, de mésinformation. Heureusement, beaucoup moins en proportion que d'autres types d'acteurs. Et heureusement, il y a des mécanismes, notamment des démentis et des explications dans la foulée parce qu'on doit aux lecteurs et aux spectateurs des comptes, donc on rend. Mais en l'état, c'est de la mésinformation, donc c'est-à-dire une information fausse ou tronquée, mais qui est véhiculée par erreur, sans volonté de nuire, sans volonté de mentir. C'est un peu la distinction entre justement désinformation et mésinformation. Mésinformation, il n'y a pas d'intention de nuire ou d'avoir créé une fake news, ce qui est quand même très différent. Et en l'occurrence, eh bien, il y a plein de choses qui ont conduit à cette erreur-là. On ne va pas épiloguer, mais les confrères, en fait, le vendredi soir, quand les confrères du Parisien annoncent à 20h44 que Xavier Dupont de Ligonnès a été arrêté, il y a toute une histoire derrière assez compliquée. Je vous invite à vous pencher sur l'histoire si vous n'avez jamais eu l'opportunité de la connaître. C'est un homme, Guy Joao, qui vit dans les Yvelines, à Limay, qui s'est fait arrêter à l'aéroport de Glasgow, en Écosse, qui rejoignait sa femme qui est écossaise, et qui n'avait absolument rien à voir avec Xavier Dupont de Ligonnès, sauf que quelques traits de visage, sauf que 5 points sur 13 concordants au niveau des empreintes digitales, quand même, font que ce monsieur est arrêté, est pris pour, et d'ailleurs il en souffrira énormément, il a témoigné après dans la presse, etc. C'était très dur à vivre pour lui. Même si du coup la presse donc, fait un démenti dès le lendemain et dès le lendemain matin, parce que les sources ont été croisées, recroisées, etc. La police écossaise finit par démentir et par dire en fait attention, rétropédale, on n'est pas du tout sûr. Et ces empreintes digitales et les analyses ADN qui viendront conclure de démentir
ce raté, cette grosse erreur, pour le coup journalistique, mais donc de mésinformation, où il n'y avait pas eu de volonté de nuire, et puis surtout tout un démenti et toute une sorte de mea culpa ensuite de la presse. Il y a notamment un très long article dans Le Parisien, il y a eu une enquête interne pour essayer de définir qui avait dit ça et pourquoi et de combien de sources il disposait, etc. Il disposait tout de même de 5 sources concordantes le vendredi soir quand ils ont divulgué cette affaire. C'était quand même pas rien. Mais sur la même erreur, moi, je veux dire, sur cette même erreur, sur le Xavier Dupont de Ligonnès, a été retrouvé sur l'identité en fait de la personne arrêtée à Glasgow. 5 sources concordantes à différents échelons en France et en Écosse. C'est là que les journalistes s'autorisent à se dire, bon, là quand même on y va. C'est un scoop aussi, il y a la course aussi à le dire le premier, bien sûr. Mais disons que contrairement à ce qu'on a pu parfois entendre aussi dans la foulée, c'est pas un scoop où on a entendu un bruit de couloir et on se permet de... Il y avait quand même 5 sources concordantes, des points ADN concordants, etc. Donc tout un, on va dire, des éléments, un spectre de culpabilité qui pesait sur cette personne, mais finalement à tort. Alors donc, on va parler surtout ici des autres types de désinformation et des désinformations intentionnelles, et donc de qui sont derrière, pourquoi, et en quoi ça peut déstabiliser des personnes, des groupes d'individus ou des démocraties, en s'attaquant parfois à des minorités, à des religions, ou en s'attaquant à des politiques, à des courants politiques, peu importe quel que soit son objectif. Et donc, on parle par exemple donc, de fake news, beaucoup en anglais, qui est l'équivalent de fausse information tout simplement. C'est vraiment la traduction littérale. Parfois d'infox, ce mot valide qu'on a créé à partir de information et intox, qui est aussi une bonne traduction de l'idée de fake news. Et puis ce paquet, là, ce gros groupe de la désinformation qui peut prendre plusieurs formes, on va y venir. Par exemple, c'est un exemple qui n'est pas tout à fait récent. Dans les années 2010, il y a une image qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux, et vous le voyez ici, donc c'était des posts Twitter à l'époque devenus X, accompagnés de commentaires, donc comme là en 2018 par exemple, mais elle reparaît régulièrement. Et c'est une image donc, qui donne à voir des femmes vêtues d'un burqa ou d'un voile intégral, devant alors ce qu'on a l'impression de reconnaître comme étant le logo de la caisse d'allocation familiale, la CAF. Et bien en l'occurrence, là on est dans clairement de la désinformation. Une petite analyse en fait très, très rapide, vous téléchargez l'image, je ne sais pas si vous avez déjà été amené à faire ça, mais tout simplement en téléchargeant une image que vous voyez sur vos réseaux sociaux ou sur un site internet, en la téléchargeant, en la mettant sur le bureau de votre ordinateur et en la remettant dans Google Images ou Tinai, ce genre d'outils, vraiment en un clic en la mettant, ça va vous donner tous les sites internet qui ont publié cette image, et vous allez pouvoir aller identifier ceux qui l'ont identifié en premier et si ce sont de sources fiables ou pas. En l'occurrence, en faisant une recherche par image inversée sur cette image, on se rend compte que l'image originale ou originelle a été prise et bien déjà pas du tout en France. On reconnaît là le logo, alors il faudrait zoomer, du métro londonien. On est donc à Londres, la législation sur notamment le port de la burqa n'est pas la même qu'en France. Et on n'est a priori pas du tout devant la CAF, puisque c'est une institution française. On reconnaît aussi là, pour ceux qui sont peut-être déjà allés à Londres, les petits boîtiers qu'il y a sur les poteaux, je crois que c'est sur les feux ou les panneaux aux angles des rues, les petits boîtiers jaunes là, à Londres. Donc il y avait quelques petits indices, mais honnêtement, avant d'y faire vraiment attention, quand on voit passer comme ça et qu'on scrolle, vous savez qu'on va vite maintenant sur les réseaux sociaux, on ne se pose pas forcément la question. Et donc là, on est dans des tentatives de récupération politique. Difficile de dire pour chaque personne qui poste, si chaque personne qui poste et qui répond après est dans une démarche de désinformation ou de mésinformation. Mais ce qui est clair, c'est qu'en tout cas les premiers à l'avoir fait, étant donné qu'il y a suppression de l'indice, c'est-à-dire on a rogné pour pas qu'on voit le panneau du métro londonien et le boîtier jaune qui étaient des indices qui permettent de les géolocaliser, et ajout manifeste en photomontage du logo de la CAF, et bien là, il y avait volonté manifeste de manipuler et d'induire donc,
une idée selon laquelle une certaine partie de la population profiterait des allocations familiales, etc. Exemple beaucoup plus récent, qui a circulé après le début de la guerre en Ukraine, vous avez peut-être vu passer sur les réseaux donc le président ukrainien, Zelensky, avec ce maillot donc, comportant une croix gammée. On sait que ça fait partie de la rhétorique russe et de la propagande russe de justifier l'invasion du territoire ukrainien depuis février 2022 par le fait que l'Ukraine serait gangrénée par le nazisme, et en tout cas dans son armée et dans la défense par des agents nazis. Et bien voilà, le genre d'images qui peuvent circuler comme élément de preuve, alors que le maillot originel est celui que vous voyez à votre gauche. Et alors, complotisme, conspirationnisme, quelles sont les différences et comment on pourrait les définir selon vous? Est-ce que quelqu'un veut se lancer des définitions? Le complotisme, ça date de JFK. Alors, C'est un même, terme inventé. ouais, même bien avant. Alors, je ne sais pas si le terme a été inventé à l'époque, ce serait intéressant de savoir. J'avoue que je ne saurais pas le dater, ce terme-là. Mais par contre, ce qu'il incarne et ce qu'il raconte est vieux comme le monde, j'allais dire, puisqu'il y a des complots qui remontent à l'Antiquité, et on va le voir à bien plus en amont que ça, que notre époque moderne. Mais ceci dit, voilà, complotisme, conspirationnisme, c'est toute une vision du monde. C'est pas seulement un fait qui est contesté ou qui est truqué, c'est vraiment un prisme, une vision de la réalité qui se nourrit d'une contestation globale envers des groupes qui sont, j'allais dire, essentialisés, par exemple les élites, les journalistes, les politiques, comme un groupe uniforme, monolithique. Et c'est ce prisme-là qui va nourrir du coup toute la vision du monde et la vision de l'actualité, dans laquelle on va faire rentrer au chausse-pied après toutes les nouvelles qui nous arrivent. Donc bon, il y a des cas très emblématiques, hein. Vous reconnaissez bien sûr le premier blockbuster sur YouTube, la vidéo qui a fait le plus de vues à l'époque et qui explose le plus vite à l'époque, dans la foulée des attentats du 11 septembre. C'est les vidéos qui racontent que c'est un complot justement des Américains de George Bush, orchestré pour justifier de guerre ensuite en Irak ou ailleurs, en Afghanistan aussi. Le Pizzagate, est-ce que ça vous dit quelque chose? Plus récent, on est aux États-Unis là encore. Alors le Pizzagate. Le Pizzagate, c'est une théorie du complot qui a couru autour d'une pizzeria à New York et qui ciblait les démocrates, donc le camp des démocrates aux États-Unis, les opposants à l'actuel président Donald Trump, républicain. Et donc le Pizzagate racontait que dans le sous-sol de cette pizzeria, qui avait pignon sur rue, hein, qui était vraiment sur une grosse avenue, il y avait des actions, notamment pédocriminelles, dans le sous-sol de cette pizzeria. Et ça s'est traduit par un homme qui est venu un jour armé et qui a vu braquer tout le monde pour venir démanteler ce réseau qui évidemment n'existait pas, et il n'y avait absolument rien dans cette pizzeria, et ni au sous-sol d'ailleurs. Et donc, ça se traduit parfois par des faits bien réels dans la vie des gens, qui sont parfois perdus et qui croient à des choses dures comme fer et qui se retrouvent à faire du coup des actes parfois criminels sur des motifs qui sont en fait absolument pas justifiés, sur des motifs qui tombent, qui ne sont pas appuyés sur des réalités factuelles réelles. Bon, pareil sur le fameux Michael Jackson qui ne serait jamais mort, ou parfois même des thèses qui disent que Hitler ne serait pas mort, pas trop comment, mais... Et puis les thèses, bien sûr, la Terre est plate, comme chacun sait, ou les Illuminati, peut-être un groupe dont on parle moins ces dernières années. Il y a des effets de mode hein, dans les fake news et les théories du complot, le conspirationnisme, il y a des effets de mode. Les Illuminati ou les reptiliens le sont moins ces dernières années. Mais voilà, on en a beaucoup parlé.
Et puis c'est intéressant de regarder aussi un petit peu les chiffres sur, pour se regarder tous en face aussi, c'est pas le complotiste ou le conspirationniste, c'est pas toujours l'autre. On peut être amené, chacun de nous, parfois sur certaines théories, à être plus touché que sur d'autres. On a été amené, chacun de nous, probablement à relayer dans notre vie ou à croire à des fake news ou des théories du complot. Et donc là, il y avait une étude de l'Institut Jean Jaurès, de la Fondation Jean Jaurès. Je recherche la date, mais je ne l'ai pas écrite autant pour moi, mais qui est assez récente, ça doit être 2023 ou 2022. Et puis c'était pour chacune des phrases suivantes, indiquer si vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, pas d'accord du tout. Et donc on retrouvait Lady Di, l'assassinat de Lady Di, les Illuminati sont une organisation secrète qui cherche à manipuler la population, 27%, de totalement d'accord. Voilà. Il existe un complot sioniste à l'échelle mondiale, 22% quand même des gens en France qui pensent qu'il y a un complot juif. Le trafic de drogue international est en réalité contrôlé par la CIA, voilà, ce genre de... On ne va pas tous les faire, mais ce genre de théorie. Et puis, avec l'arrivée de nouvelles technologies, on a des nouveaux outils, et notamment les deepfakes. Alors, exemple très récent, décembre 2025, il y a 2 mois, vous avez peut-être vu passer ou entendu peut-être le président de la République, Emmanuel Macron, démentir une rumeur de coup d'État. Le président a raconté dans une conférence publique, il raconte qu'un collègue, un confrère, un homologue africain, un chef d'État africain, l'a appelé en disant « Emmanuel, je suis très inquiet, on parle d'un coup d'État en France ». Et donc le président de la République découvre à ce moment-là qu'il y a des vidéos qui circulent, qui singent. Donc les deepfakes, c'est par de l'intelligence artificielle réussir à produire une vidéo de toute pièce alors que rien n'existait dans le réel. Ici, ça se base sur donc en fait des indications écrites données à un logiciel qui va pour vous générer une vidéo de toute pièce sans que rien ne soit arrivé. Donc là, en disant par exemple, je veux une journaliste avec un micro, donc là on ne voit pas mais qui a la bonnette, vous savez, le fameux logo de France 24, donc un média français mais qui couvre l'actualité internationale dans énormément de pays francophones dans le monde, et qui raconte qu'il y a un coup d'État qui se passe en France, etc. Et donc 12 millions de vues quand même, 12 millions de vues, et ce n'est en plus que cette vidéo-là, et ça ne comprend pas plein de répliques. Alors après il y a d'autres répliques, deepfake, qui peuvent singer d'autres médias, là en l'occurrence RFI, ou d'autres fausses journalistes, mais en tout cas, voilà, toujours autour d'un coup d'État. Donc voilà, des rumeurs qui peuvent tromper même des chefs d'État à l'autre du monde, qui visiblement n'avaient pas pris la peine ou le temps de vérifier avant d'envoyer un texto. Il y a plutôt le gouvernement qui utilise ça pour utiliser la censure. Parce que 12 millions de vues sur les réseaux sociaux, j'ai à peine vu. Moi non, j'ai jamais vu. Voilà, on n'a jamais vu. Et ça paraît un peu gros, en plus, quand on voit un de mes collègues africains. Non, mais franchement, est-ce qu'un président de la République parle de collègue pour un président de la République Je veux dire homologue. Non, mais non, je veux dire, ça paraît faux de A à Z, même le démenti paraît faux. Quoi. Ça paraît, et pourtant. Et pourtant, c'est totalement vrai. Alors, sur les 12 millions de vues, moi, je ne suis pas allée les compter une par une. Peut-être que le chiffre est surestimé, c'est possible. Ceci étant dit, ces vidéos ont vraiment circulé, ont vraiment beaucoup circulé. Alors, ce qui fait que vous ne les voyez pas, ça peut s'expliquer de différentes manières. On a tous des bulles de filtre dans lesquelles on est ou pas, et il est très possible que parce qu'on aime des choses différentes sur les réseaux et qu'on n'est pas sur les mêmes plateformes, on n'y voit plus les mêmes choses. Ça, c'est un changement paradigmatique mais énorme par rapport à il y a encore 20 ou 30 ans où on regardait tous les mêmes médias, en gros le JT de 20h et quelques grands titres écrits. Aujourd'hui, c'est totalement différent. Les informations qui nous arrivent par nos écrans de smartphone, sur les applications, sur les réseaux sociaux, sont totalement éclatées, parcellaires, et on est informé de manière très très différente. Donc moi, ça m'arrive tous les jours de voir des choses et que j'en parle avec des jeunes ou des adultes qui me disent « j'en ai jamais entendu parler », et vice-versa, des gens qui me disent « mais moi ça, j'ai vu que ça pendant un mois », et moi de ne pas l'avoir vu. Donc ça, c'est vrai que c'est une des spécificités aussi. Et après, alors que des acteurs puissent utiliser certaines choses, là en l'occurrence c'est une fausse vidéo qui a vraiment circulé, ça on le
le sait, on l'a vérifié et on l'a vu nous-mêmes, mais qu'elle puisse être utilisée après par des acteurs pour en faire un outil éventuellement de propagande ou pour se faire plaindre, etc. C'est possible. À chaque acteur c'est la responsabilité, j'allais dire, quelque part de chaque acteur. C'est pas impossible d'en faire après un outil de propagande, mais en tout cas, là, en l'occurrence, ce sont bien des deepfakes, et donc des fausses vidéos, qui rapportent un faux coup d'État qui n'a pas du tout eu lieu. Alors, pour rebondir aussi sur ce que vous disiez, les complots, c'est très 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 ancien. Je ne vais pas vous refaire toute l'histoire parce que ce serait beaucoup trop long. L'un des premiers complots connus de l'histoire, l'assassinat de Jules César, en moins 44 avant Jésus-Christ, par Brutus et ses consorts sénateurs à l'époque de Rome. Mais il y en a beaucoup d'autres. Celui-là est très connu dans l'époque moderne. Colin Powell, qui était alors secrétaire général à l'ONU en 2003, à la tribune de l'ONU, qui donc fait son fameux discours sur les armes de destruction massive en Irak, qui va être en fait le premier pas pour légitimer, et là on est dans une forme de propagande politique bien sûr, l'intervention armée en Irak, ce qui s'avérera être complètement faux par la suite. Il n'y avait pas d'armes de destruction massive en Irak, les enquêtes le prouveront, mais ça prend du temps aussi de prouver certaines choses, et donc voilà, le temps de la désinformation n'est pas celui aussi du démenti, ni du démenti journalistique, ni encore moins du démenti juridique, par la justice qui prend des années, et encore moins le temps de l'histoire, où ça va être inscrit ensuite dans les livres, etc. Tout ça, évidemment, il y a un déficit pour l'information par rapport à la désinformation. L'information et le rétablissement, je veux dire, quelque part de la vérité, est toujours à la remorque, est toujours un peu en course derrière la désinformation. Donc c'est complexe, mais c'est pour ça que tout un chacun doit aussi savoir raison garder et se dire, face à une info qui arrive, d'autant plus si elle est étonnante, interpellante, inhabituelle, d'autant plus si elle fait appel à nos émotions, à la peur, à la tristesse, si elle parle à cette partie du cerveau qui est celle qui réagit très vite et qui a du mal à se distancier et à se poser et à se dire « Attendez, est-ce que là, vraiment, voilà ». Donc, ces cas-là existent, c'est vrai. Il y a des vrais complots, il y en a eu dans l'histoire. Le dernier en date, évidemment, c'est celui-ci. Mais par exemple, sur celui-ci, alors, l'affaire Epstein, ou Epstein, je ne sais pas, j'ai du mal à retenir la vraie bonne prononciation au final qu'il faut utiliser. Mais en tout cas, cette affaire-là, ce qui est sûr, c'est que, alors pour certains, a posteriori, certains disent « Ah mais vous voyez, on avait raison de dire qu'il y avait une élite mondiale, etc. » Moi, ce que j'attends toujours à ça aussi, c'est qu'on peut avoir raison pour des mauvaises raisons. C'est-à-dire que c'est pas parce que pendant 15 ans, des gens ont dit « Oui, mais il y a un complot d'une élite mondiale », déjà, dans ce cas-là, d'une élite mondiale, c'est un groupe très englobant, hein, qui met absolument tout le monde. Or, dans les Epstein Files, il y a beaucoup de gens, c'est sûr, mais il n'y a pas du tout tout le monde. Il y a quelques personnes clés, très puissantes, très importantes dans certains pays, etc. Mais on ne peut pas dire que c'est toute la classe politique d'un pays, ou d'un continent, ou du monde. Et on ne peut pas en faire une généralité sur les élites qui seraient toutes pédocriminelles ou pédosatanistes, par exemple, ce qu'on a dit aussi avec des rituels d'enfants, etc. Par exemple, dans les Epstein Files en ce moment, il n'y a absolument rien qui prouve la partie sur les rituels sataniques. Il n'y a aucune trace et aucune preuve. Et les photos qui ont circulé disant que dans les Epstein Files, ça prouvait des rituels sataniques, etc., elles sont fausses. Donc par contre, ce qui est vrai, et voilà, ce que je dis toujours, c'est que c'est très important en tant que journaliste de raconter aussi ce qui est vrai. Et quand il y a des vraies affaires, et c'est pour ça que je fais de l'investigation depuis 10 ans, c'est révéler les vraies choses condamnables d'intérêt public qu'il faut révéler, mais aussi savoir raison garder, parce que parfois, une très bonne fake news, une très bonne théorie du complot s'appuie toujours sur un peu de vrai. C'est ça qui fait qu'elle passe bien. Et donc ensuite, monte en épingle, généralise ou fabrique maintenant de toutes pièces des éléments. Alors, l'IA, c'est une révolution. Pourquoi ? En 2 mots, on ne va pas se faire un cours justement trop technique là-dessus, mais c'est une révolution parce que c'est gratuit et accessible à tous, ce
qui est déjà une révolution majeure, parce que c'est un outil, alors vous me direz comme tout outil, comme un couteau, c'est capable du meilleur comme du pire, on peut couper sa blanquette ou tuer quelqu'un avec un couteau, et bien l'IA c'est pareil, ça représente certaines opportunités, par exemple dans le domaine de la télémédecine, mais c'est aussi un risque quand c'est utilisé à mauvais escient, et là le fait que l'IA générative, notamment d'images et de vidéos, soit aussi performante, gratuite et accessible à tous, ça en fait en effet d'un coup un outil potentiel de tsunami de fake news et de théories conspirationnistes accessible à tous. Donc un changement d'échelle bien sûr. Et pour revenir justement au cœur de notre conférence, je m'appuie notamment sur un rapport d'information de la Commission des Affaires étrangères en 2025 qui a vraiment étudié cette question de l'IA dans l'usage des fake news et de la désinformation, qui nous dit que ça a vraiment maintenant l'IA une place centrale dans les rapports conflictuels et que c'est un instrument clairement dans l'outil de guerre, dans la guerre cognitive, la guerre informationnelle qui est de plus en plus utilisée pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer. Or, l'IA n'est pas fiable à 100%. Évidemment, il faut les garder en tête. C'est un outil très puissant, mais les IA peuvent avoir des hallucinations, ce qu'on appelle des hallucinations. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles inventent, mais ça veut dire que pour tout un tas de raisons, parce qu'elles se trompent de source ou qu'elles confondent le titre dans un lien URL avec le contenu, ou qu'elles sont datées, qu'elles s'appuient sur des informations datées, pas mises à jour, ou parce qu'il y a une confusion dans le contexte, etc., et bien ça fait qu'une information que vous demandez à un ChatGPT, un Claude, un Gemini ou autre, n'est pas forcément vraie à 100%, donc il faut vraiment se méfier. Sachez que c'est pas une réalité, je vais dire, elle est déjà en cours, déjà en place aux États-Unis. On estime que 10% à peu près des contenus publiés dans la presse entre juin et septembre ont été générés par l'IA. On en est déjà à 10% alors que c'est une technologie ultra récente. Ceci dit, je mets quand même une petite étoile, c'est que ces contenus, c'est essentiellement sur certains types de contenus qui ont très peu de valeur ajoutée dans l'analyse journalistique. Par exemple, les bulletins météo, les résultats d'élections électorales, justement les résultats électoraux. C'est des contenus où, par exemple, un soir d'élection électorale, un soir d'élection, dans un contexte électoral, on a une énorme quantité de données qui arrivent, et là, l'IA peut avoir une valeur ajoutée pour produire énormément de contenu, pour, je ne sais rien, renseigner toutes les 36 000 communes de France, 40 000 communes de France, avec les résultats. Mais voilà, donc, encore une fois, il y a des avantages, mais ça peut poser aussi la question de la place de ceux qui créent et qui vérifient l'info, des journalistes, et de l'emploi détruit aussi par ces technologies, en plus de la désinformation qu'il peut y avoir avec ou des désinformations. Et bien sûr, donc ça peut être utilisé par des gens mal intentionnés. Alors, on a abordé un petit peu le côté politique, et on va d'ailleurs y revenir dans d'autres exemples un peu plus fouillés, mais c'est pas forcément toujours pour les raisons auxquelles on pense. Il n'y a pas forcément toujours une visée politique de propagande. Ça peut être quoi, selon vous aussi, le but, le moteur, le but ultime derrière le fait de propager une fake news, une fausse image, un deepfake, comme cette fausse image d'une petite fille berlinoise morte à Auschwitz, supposément Anne-Laure Kaufmann, qui n'a jamais existé, qui a été générée par l'IA. Faire du contenu, produire du contenu pour faire des vues et de l'argent. Ouais, clairement, faire des vues, faire du buzz et donc faire de l'argent. Puisque sur les réseaux sociaux, ce sont des plateformes qui n'ont pas de modèle économique comme celui des journalistes ou de la presse, où nous produisons un contenu parce que nous avons un salaire et que quel que soit le contenu qu'on produit, on aura ce salaire. On n'est pas payé au nombre de vues. On me demande souvent est-ce qu'un journaliste gagne plus si mon article ou mon reportage est vu par 2 personnes que 3 millions. Absolument pas, on touchera le même salaire. Sur les réseaux sociaux, c'est très différent. Évidemment, comme les gens ne sont pas payés par une entité, ils ne sont pas payés par TikTok ou par Instagram, en fait, ils sont payés au nombre de vues, soit par, justement, en nombre de vues, par exemple, sur YouTube, en fonction du nombre de vues, vous touchez plus ou moins de sous. Par exemple, pour à peu près 1 million de vues, je crois que c'est environ 1 000 € pour 1 million de vues sur YouTube, à peu près. Il y a des échelles entre 500 et 1 000 €.
pour 1 million de vues. Mais sur les plateformes, c'est pareil, soit parce que donc, la plateforme vous rétribue en fonction du nombre de vues, ou soit parce que vous nouez des partenariats avec des marques, et que les marques, demain, si vous êtes influenceuse beauté par exemple, et que vous contractez un partenariat avec L'Oréal ou avec je ne sais qui, elles vont vous donner de l'argent, ces marques, en fonction de l'ampleur de votre communauté. Plus vous avez d'abonnés, plus ces marques vont vous payer cher pour faire un post. Et c'est pour ça que les gens aussi font la course aux vues et buzz avec ce genre d'infos ou de contenus inédits, en fait, qui sont inédits parce que parfois créés par des deepfakes et créés toutes pièces artificiellement. C'est pour faire bien sûr des vues, du buzz et faire du clic et donc de l'argent. Et puis, post-vérité et fait alternatif, alors, c'est des mots qu'on entend un petit peu plus ces derniers temps, notamment côté américain. Et ça a commencé très très tôt avec le premier mandat de Donald Trump. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le jour de l'investiture de Donald Trump, devant la Maison-Blanche, il y a un rassemblement avec une cérémonie, comme il y a pour tous les chefs d'État américains depuis la nuit des temps. Et très vite, la Maison-Blanche et les communicants de la Maison-Blanche annoncent, après cette première cérémonie d'investiture, que c'est la cérémonie qui a réuni le plus d'Américains et que jamais un peuple avait été autant en liesse et autant en rendez-vous pour une cérémonie d'investiture d'un chef d'État américain. Bon, en l'occurrence, vous avez la photo pour Donald Trump en 2017, du coup, enfin 2016 son élection et 2017 sa prise de poste. Et à droite pour Barack Obama en 2009 par exemple. Donc, et quand les journalistes sont venus interroger la communicante de la Maison-Blanche en lui disant « Ah bon, mais les photos là, etc. » Eh bien, voilà, elle s'est un petit peu dérobée, mais elle a tenu bon et l'administration américaine a très tôt parlé de faits alternatifs et de vérité alternative. Voilà, vérité, leur vérité. Et chaque figure ou chaque partie pourrait décider de le prendre à son avantage. En l'occurrence là, la véracité des faits, celle qui nous intéresse nous les journalistes, c'est-à-dire pouvoir comparer avec 2 points d'ancrage communs, justement, et là on avait des photos, et bien les faits, factuellement, montraient qu'il y avait beaucoup plus de monde à l'investiture de Barack Obama, en l'occurrence en 2009. Et ce qui d'ailleurs ne prouve rien sur, on n'est pas en train de... Eux le prenaient comme ça veut dire qu'on est un meilleur président ou un moins bon président. Non, en tout cas factuellement, c'était un mensonge. Et alors, c'est intéressant de voir qui un peu a théorisé, parce qu'on parle beaucoup de Steve Bannon, qui est l'un des stratèges de Donald Trump. C'était un des stratèges de sa campagne la première campagne de 2016, et puis il a été nommé ensuite, il a tenu que 6 mois, mais conseiller spécial auprès du président des États-Unis, Donald Trump, en 2017. Mais Steve Bannon, c'est lui qui a prononcé cette phrase et théorisé un peu ce concept de flood the zone with shit, donc littéralement en anglais, inonder, et pardonnez-moi l'expression, mais c'est la traduction littérale, inonder la zone ou inonder le contexte de merde. Voilà, d'un contenu en fait très pauvre, de désinformation, de fioritures qui vont occuper l'espace et qui vont détourner en fait l'opinion de vrais sujets et d'éléments éventuellement que l'homme politique en place ou le parti chercherait à mettre sous le tapis. Et c'est marrant parce qu'on ne le sait pas forcément, mais c'est quelque chose qu'avait aussi découvert déjà et théorisé Nixon aux États-Unis quelques années avant, pendant notamment la guerre qu'il menait avec le Vietnam. Et c'est lui qui avait théorisé, alors lui il appelait ça la Madman Theory, donc la théorie de l'homme fou, la théorie du fou. Et ça disait que voilà, un dirigeant imprévisible, irrationnel, quelque part aura toujours le lead dans des négociations à l'international. Et la politique de Donald Trump de ces dernières années et de ces derniers mois en est quand même une illustration et une incarnation très probante, à mon sens. Donc un phénomène nouveau, bon bah non, hein, on l'a vu, il y a eu plein de complots dans l'histoire. Je ne vais pas tous les détailler. Vous connaissez peut-être le Morning Post au Royaume-Uni. 1772, l'un des premiers canards à s'être illustré
dans la désinformation avec des contenus absolument pas vérifiés et sourcés. Et puis des exemples, bien sûr, en contexte de guerre. Pendant la Première Guerre mondiale, hein, vous vous souvenez peut-être de cet exemple, les blessures causées par les balles ne sont pas dangereuses. Non. Les balles allemandes traversent les chairs de part en part sans faire aucune déchirure. Bon, si c'est écrit. Voilà. Et puis bien sûr, alors c'est intéressant parce que dans l'expo d'ailleurs, il y a un exemplaire des protocoles des sages de Sion. Mais ce complot sionisme, voilà, qui revient, hein, qui est ancré depuis longtemps. C'est un livre qui a été rédigé en 1903 dans ses premières versions et ensuite qui a été traduit dans énormément de langues et qui a fait énormément de dégâts, qui a été repris notamment par Hitler et dans Mein Kampf, sur lequel il s'appuie. Certains historiens estiment qu'ils savaient très bien à l'époque que c'était un faux et que c'était que ce qui était raconté dedans n'était pas vrai, mais comme ça servait son propos et ça appuyait sa théorie d'extermination du peuple juif, eh bien, il s'est appuyé dessus car justement la rhétorique et le discours étaient malheureusement extrêmement efficaces. L'incroyable affaire d'Orléans. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ces rumeurs qui remontent à 1969 à Orléans? Et dans la filée alors une histoire de trafic, oui, de femmes, oui, blanches, dans des magasins, dans des cabines d'essayage, voilà, de magasins juifs, tenus par des juifs, qui seraient encore été enlevés par des camionnettes, etc. Tout est monté de toutes pièces, hein, ça n'a jamais existé, mais c'est une rumeur qui a fait énormément parler d'elle à l'époque, et qui est parfois restée dans les esprits de certaines personnes, et quand on en parle, bon là j'insiste pas plus que ça, mais parce qu'on a beaucoup d'autres choses à voir, mais il y a des gens qui découvrent en intervention avec nous que en fait c'était pas vrai, quoi, qu'à l'époque, en fait, comme on n'avait pas tous les outils aussi aujourd'hui un peu de debunk et de déconstruction d'informations, on a des personnes qui ont cru à ça à l'époque et qui découvrent aujourd'hui avec nous que c'était pas vrai. Et alors, bien sûr, le changement de paradigme, même si on se dit oui, les complots, ça existe de tout le temps, oui, sauf qu'à l'époque, un livre, déjà un livre c'était rare, tout le monde n'avait pas de livre si on remonte à certains siècles. Et puis surtout, maintenant, voilà, tout le monde a un smartphone dans la poche. Et donc, avec un temps passé, là je vous ai remis les chiffres récents, chiffre 2025, 2h21 en moyenne par jour pour les jeunes de 16 ans, juste sur les réseaux sociaux, hein, ça ne comprend pas les autres types d'écrans, par exemple le temps dans la télévision, etc. Nous, on a des jeunes, moi j'ai des jeunes en intervention très régulièrement à qui je demande, donc en collège et en lycée, de sortir leur téléphone pour me demander d'aller voir leurs statistiques sur le temps passé par semaine. J'ai très souvent des élèves qui me parlent de 6h, 7h, 8h, et on est sur un jour de classe. Et c'est des horaires par jour, pas hebdomadaires. Sur les hebdomadaires, du coup, ça monte à 40, 50 heures, 60 heures. Et rappelez-vous qu'ils passent en classe par semaine. Alors, il me semble entre 30 et 35 heures selon le collège, lycée, selon les spécificités, les spécialités, etc. Mais vous voyez la concurrence que c'est dans nos poches et dans les mains de nos jeunes. Ils passent, pour certains, 2 fois plus de temps sur leurs écrans par semaine qu'à l'école. On en est quand même là. Donc forcément, sur le lot, évidemment qu'on n'est pas dans une dramatisation, on n'est pas en train de dire que tout ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux est dangereux, est trompeur, est de la propagande. Non, heureusement. La plupart des contenus qu'ils voient sont, j'allais dire, inoffensifs et donc posent d'autres soucis parce qu'ils sont sédentaires, parce qu'ils ne s'intéressent pas forcément à d'autres choses. C'est des contenus par exemple de danse, de chant, de chats mignons ou de manga, de foot ou de cuisine, mais ça pose quand même la question du temps passé, bien sûr, et aussi de l'exposition à la désinformation, puisque bien sûr dans le lot aussi quand même il y a des fake news et de la désinfo, et que quand même plus d'un tiers des utilisateurs affirment y passer du temps sur ces réseaux sociaux pour s'informer. C'est-à-dire que, en fait, moi pour les jeunes, même Google ou YouTube, c'est marrant parce qu'il y a 10-15 ans, donc on s'informait par Google, on prend une requête Google, certains le font certainement encore. Après, les jeunes, ils
Ils s'informaient plus du tout, ils n'interrogeaient plus du tout Google, c'était YouTube leur moteur de recherche, ils cherchaient la réponse en vidéo. Et maintenant, alors ils regardent encore des vidéos sur YouTube, mais moi la plupart des jeunes, en fait quand ils ont une question ou qu'ils veulent taper un mot-clé ou avoir une info sur quelque chose, ils demandent à TikTok ou à Instagram, pas à Google ou à YouTube. Et encore moins à un livre. Alors encore une fois, là ce sont des généralités, c'est pas pour dire qu'aucun jeune le lit, hein, mais bon. Donc les utilisateurs mensuels en France. Et sur le taux de personnes confrontées à la désinformation en France, eh bien, on a quand même, alors, on voit ce graphique qui montre, Kantar et Lacroix publient chaque année notamment un baromètre de la confiance des Français envers les médias, mais c'est aussi intéressant de voir que les gens sont quand même conscients que la désinformation est plus présente sur les réseaux sociaux que sur les médias traditionnels, j'allais dire, à la télévision ou à la radio, à la presse écrite. Donc vous avez en bas la radio, ceux qui ont le plus gros fort taux de fiabilité aux yeux, de crédibilité aux yeux des gens, où ils voient le moins de fake news sur ces contenus. Et en haut, donc les réseaux sociaux, là où ils estiment voir le plus. Donc 49% estiment voir plusieurs fois par semaine les fake news sur les réseaux sociaux. Un chiffre pour aller encore plus en profondeur sur les démocraties et comment ça déstabilise nos démocraties, la désinformation. Aujourd'hui, 29%, donc à peu près 30% de la population mondiale vit dans une démocratie. C'est une proportion qui n'a jamais été aussi basse, pardon pour les mauvaises nouvelles, et notamment donc 71% de la population mondiale vit en autocratie, donc un régime autoritaire, l'inverse d'une démocratie. Et en l'occurrence, en 10 ans, alors moi j'ai été extrêmement surprise de ce chiffre, je ne pensais pas que c'était autant. C'est un institut indépendant qui est logé dans l'université de Göteborg en Suède et qui crée ce classement chaque année et cette estimation du nombre de pays selon que les pays basculent ou pas dans un régime autoritaire. Et donc on est quand même sur un basculement au niveau mondial qui est très problématique, puisqu'on le sait aujourd'hui, il y a le taux de fake news, justement, et les campagnes de désinformation, de propagande, etc., ont beaucoup plus de chances d'arriver et de faire des dégâts de par des acteurs autoritaires que dans les démocraties. Même si les démocraties ne sont pas épargnées. Alors, petit cas pratique. Donc, la Russie. La Russie, c'est quand même l'un des acteurs majeurs. Alors, identifié en France, je faisais une formation il n'y a pas si longtemps que ça avec Viginum, qui est l'acteur qui a été créé il y a quelques années, l'acteur public, qui est un peu la vigie justement numérique, cybersécurité française vis-à-vis des ingérences étrangères numériques. Et c'est vrai que bon, la Russie ces dernières années s'est illustrée par quand même pas mal de choses, et notamment depuis le début du conflit avec l'Ukraine, enfin du second conflit, mais de l'invasion d'abord de la Crimée en 2014, mais de la seconde guerre, du second conflit ouvert, le plus ouvert là depuis 2022. Il y a une grosse opération qui a eu lieu, alors avec une technique particulière, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est intéressant de l'avoir en tête, ça a été appelé Doppelganger par les autorités, notamment européennes et françaises, mais, donc ce qui veut dire sosie ou clone. Et c'est une stratégie qui a visé à singer, à reproduire quasiment à l'identique tout un tas de médias européens, donc en Allemagne, Der Spiegel, en Angleterre, The Guardian, chez nous notamment 20 minutes, en reproduisant vraiment des sites quasiment à l'identique. Ça veut dire que si vous et moi on y allait demain et qu'on défilait, honnêtement, le même logo, la même typographie, les mêmes types d'illustrations, c'était extrêmement difficile de savoir qu'on était face à un piège. Par exemple, en France, ce qu'ils ont fait, donc ils ont singé 20 minutes, le média 20 minutes, il manquait un E à 20 minutes, et dans l'adresse URL et dans peut-être pas dans le logo d'ailleurs, là on ne le voit pas parce qu'il y a écrit fake dessus, mais en tout cas, et alors bien sûr sur ces sites vous trouviez à la fois du contenu anodin, j'allais dire sur d'autres sujets pour que ce ne soit pas trop évident, pour qu'il n'y ait pas que du contenu par exemple objectivement pro-russe, sinon ce serait trop évident. Et donc, mais parmi ces articles, on trouvait des choses sur les exactions de soldats ukrainiens, sur la corruption de la présidente de la Commission européenne, parce qu'il y a un gros narratif anti-élite et anti-européen du côté russe et anti-OTAN
pour servir la propagande russe. Et donc, voilà, difficile à détecter. Et honnêtement, ce qu'ils ont fait en parallèle et qui a décuplé l'impact de ces faux sites, c'est qu'ils les ont du coup par une armée de faux comptes Facebook, Twitter, Instagram, etc. Ils ont énormément relayé des liens vers ces contenus-là, et donc c'est des contenus qui ont été beaucoup partagés sur les réseaux sociaux. Parce qu'après, il fallait envoyer les gens sur ces faux sites qu'ils avaient créés. Et comme c'était par essence les faux sites, les gens quand ils se connectaient sur le vrai site, c'est pas ça qu'ils voyaient. Donc pour les envoyer sur ces faux sites, il a fallu les relayer sur les réseaux sociaux. Ils ont créé donc artificiellement énormément de faux comptes qui ont partagé ces contenus, et ça a fait pas mal de dégâts. Et alors, oui, bien sûr, allez. Cette campagne, il en fallait combien de temps pour y arriver? Bonne question. Alors, on estime que ça a duré plusieurs mois. Certains sites ont été créés, par exemple, 6 mois avant, 3 mois avant. Ça a pris quand même un peu du temps à installer. En termes de finances aussi, on se dit, mais combien ça coûte une opération comme ça? Ben, en fait, ça coûte pas si cher, vraiment pas grand-chose. Certains médias ont estimé le coût à 100 000 €. C'est quand même vraiment rien du tout pour un État, clairement, par rapport à d'autres campagnes de propagande politique d'ampleur. Et quand on voit les effets que ça peut avoir, voilà, en France, typiquement, ce genre de... Est-ce que vous vous souvenez des mains rouges sur le mémorial de la Shoah ou des étoiles de David dans le 13e arrondissement, donc quartier du Marais, quartier juif, historiquement à Paris, qui ont soulevé une indignation énorme, et il y a des saints à l'époque, puisqu'on pensait que justement il y avait un retour de l'antisémitisme, que les gens avaient fait ces symboles-là antisémites dans la rue, etc. Il se trouve qu'aujourd'hui, on sait qu'ils sont attribués à de la propagande russe. Il y a eu le procès justement, c'est des personnes moldaves, alors, avec cette affaire des têtes de cochon aussi récemment devant les mosquées. À chaque fois, on est sur un mode opératoire très similaire, avec 2, 3, 4, 5 agents payés par des Russes, mais avec une myriade d'intermédiaires, où on a énormément de mal à remonter jusqu'évidemment aux commanditaires, mais où les téléphones des individus qui sont venus tracer ça, en fait, ont été tracés, et on peut retrouver qu'ils étaient en fait en Moldavie, en Croatie ou en Bulgarie, par exemple, la veille, et sont repartis le lendemain ou le soir même. Donc voilà, c'est pas des Français, c'est pas des gens qui vivent ici, avec des motifs complètement fumeux au moment du procès, où ils disent non, mais nous on sait pas, on avait un peu bu et on faisait, je sais pas, enfin, il n'y a rien qui tient dans leur mobile. Et toujours est-il qu'aujourd'hui, on sait que ça, c'est des opérations à très bas coût, parce qu'en fait, il suffit de payer 2, 3 intermédiaires, quelques centaines d'euros, et très peu de logistique, alors qu'il y a un retentissement médiatique et émotionnel qui est énorme, Et là, en l'occurrence, par exemple, je me souviens au moins au moment des étoiles de David, mais là aussi, c'était un moment où, en l'occurrence, les victimes et la minorité victime de cet argumentaire-là et de cette propagande, c'était les musulmans, puisque c'était imputé à un regain d'antisémitisme venant des musulmans à cause du conflit israélo-palestinien. C'est quand même le narratif qui avait été donné à ce moment-là. Donc à ce moment-là, on disait c'est les musulmans qui font des croix gammées et qui font des... Bon, en l'occurrence, je ne dis pas que les musulmans n'ont jamais fait ça, je ne dis pas ça, simplement sur ces histoires-là, ces débats-là, c'était de la propagande russe. Pareil pour l'histoire des têtes de cochon. Donc voilà, donc ça devient vraiment des piliers. Certains régimes autoritaires pilonnent nos sociétés par la désinformation. Et ce qui est intéressant aussi, c'est, oui c'est ça bien sûr, pour rendre la politique d'un autre pays structurellement favorable à la sienne, sans que l'on sache d'où parlent les personnes et des organisations auxquelles ils ont recours. C'est noyé en fait de manière finalement assez subtile, et c'est ce qui fait qu'en fait on peut tous tomber dans le panneau, à moins d'être viginum ou un expert en cybersécurité. C'est des trucs sur lesquels, voilà, sur le coup, on peut tomber dans le panneau. Donc, encore une fois, réflexe de sécurité et de survie, on débranche le cerveau, ou plutôt on le rebranche, j'allais dire. On fait attention à ses propres émotions et à son sentiment de terreur ou de peur, et on attend. La patience, hein, c'est quand même dans ce genre de cas quand même un bon réflexe à avoir avant d'avoir le fin mot de l'histoire. Un autre cas emblématique dont j'ai l'impression qu'on a moins parlé en France, mais vous allez me dire, est-ce que vous avez entendu parler des élections roumaines de 2024 ? Je vois des gens quand même qui haussent la tête. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas du tout entendu parler de ça ? À qui ça ne dit rien du tout ? Vous quelques-uns quand même ? Alors,
Alors c'est un cas vraiment d'ingérence majeure sur une élection présidentielle dans un régime plutôt démocratique jusque-là, qui est le régime roumain, qui candidate d'ailleurs, pas qui candidate, qui est membre de l'Union européenne depuis 2004 ou 2007, j'écris là. 19 millions d'habitants dans ce pays, et donc en 2024, donc jusqu'en 2024, on avait un président de la République qui s'appelle Klaus Iohannis, qui, voilà, j'allais dire de les satisfactions, à vrai dire, j'en sais rien, mais en tout cas qui était président de la Roumanie. Et donc en 2024, on a des élections présidentielles qui arrivent, et là il va se passer quelque chose. On a un homme qui s'appelle Călin Georgescu, qui avait eu quelques postes. Certains observateurs diront que c'était un inconnu en Roumanie, etc. Non, quand même, c'était pas un inconnu. Il a eu plusieurs postes, plusieurs casquettes. Il était notamment au ministère de l'écologie. C'était plutôt au début de son parcours politique, 10-15 ans avant, quelqu'un qui était affilié aux écolos dans son pays. Mais qui est devenu, voilà, avec les années autour de 2020 et avec le virage Covid, etc., qui s'est rapproché de thèses de l'extrême droite roumaine, et avec un discours anti-Union européenne, anti-OTAN, anti-élite, et plutôt pro-russe. Et alors, ce monsieur, c'est intéressant parce qu'en termes d'intention de vote, voilà, là on est au 24 novembre, donc quelques semaines avant le vote, il est crédité de 8%. Donc voilà, c'est déjà quelque chose, c'est pareil, mais bon, voilà, 8%. Et donc c'est quelqu'un, alors pour vous dresser le portrait très rapidement, mais c'est notamment quelqu'un qui a évoqué le fait que dans les sodas, il y ait des nanopuces pour nous espionner, et que voilà, quand vous buvez du Fanta ou du Pepsi ou du Cola, Coca-Cola, voilà, vous ingérez des nanopuces qui vont après prendre le contrôle de votre corps. Et sauf que ce qui se passe, c'est qu'en Roumanie, vous avez quasiment la moitié des habitants qui est sur TikTok. 9 millions sur 19 millions, c'est énorme, c'est un ratio énorme. Et sur TikTok, il se passe différentes choses dans les semaines qui précèdent l'élection. On a des influenceurs qui, on l'apprendra après, vont être payés. Alors là, mes informations en partie, parce qu'il y en a plein qui ne savent pas ou qui ne comprennent pas trop pourquoi et qui, a priori, se sont fait berner eux-mêmes, pour diffuser du contenu et notamment des mots-clés accolés à la candidature de Călin Georgescu, et qui vont faire que sur les réseaux sociaux, avec les algorithmes de ces réseaux sociaux-là, et en particulier TikTok, en l'occurrence, vraiment TikTok, ça va booster la popularité. Et le hashtag, donc vous savez, le mot dièse, le hashtag, c'est-à-dire c'est cette manière de classer sur les réseaux sociaux par mots-clés et qui fait émerger certains sujets plus que d'autres. Et là, on a vraiment un espèce de boom en l'espace de 10-15 jours des contenus accolés à Georgescu, et notamment via des TikTokers, des agences d'influence, etc. D'influence au sens d'influenceur, pas au sens de propagande, même si on peut estimer que c'est une forme de propagande, mais en tout cas pas au sens d'influenceurs voilà, ou de propagandistes politiques, mais au sens des créateurs de contenu anodins, des jeunes, etc. Et donc il y a un engouement, des messages, salut, nous avons une vidéo puissante sur l'avenir de notre pays, il est important qu'elle soit vue par le plus grand nombre, si vous nous soutenez et que vous la publiez dans des réels, une publication ou une story, nous sommes prêts à payer pour cette promotion. Ça c'est le message qu'ont reçu de nombreux créateurs de contenu justement quelques jours avant l'élection. Et puis résultat, qui est-ce qui arrivait en tête quelques jours plus tard seulement, c'était très très rapide. Et bien Călin Georgescu est en tête avec 23% des voix. Donc là on est quand même dans un contexte, c'est très récent, hein, c'était 2024, où c'est allé très très loin puisque une commission d'enquête, et alors je ne sais plus quel est le nom exact de l'autorité en Roumanie, qui a statué sur l'annulation de Cour constitutionnelle roumaine, annule l'élection parce que dans les semaines qui suivent, il y a des enquêtes qui sont faites et ils nous disent qu'il y a une ingérence extérieure, ils découvrent tout le système d'influenceurs payés, de comptes TikTok coordonnés qui envoient les mêmes mots-clés en même temps, en masse, mais grâce à l'IA, de manière infiniment plus subtile, parce qu'avant, les bots, ces espèces de robots sur le web qui étaient
partagés en masse par exemple la Russie, mais parfois d'autres. Avant, c'était le même contenu, par exemple la même phrase ou le même mot-clé. Là, les IA sont tellement performantes qu'elles sont capables de décaler de microsecondes les publications. Donc déjà, sur les algorithmes de ceux qui cherchent ensuite à vérifier, ça ne matche plus, parce qu'avant, on regardait les contenus publiés en même temps, et c'était un signal que c'était envoyé par un même acteur derrière. Et bien là, déjà, ils arrivent à décaler un tout petit peu par microseconde, donc c'est un peu plus éparse dans le temps, et surtout, ce n'est plus le même message qui est écrit partout, parce que l'IA programmée de la bonne manière fait que, enfin, ou de la mauvaise manière en l'occurrence, au service de la désinformation, fait qu'avec une même consigne de départ, ils arrivent à faire 10 000 ou 5 000 ou 2 000 messages différents. Donc on ne peut même pas, nous, après, journalistes ou agences d'État en charge de débunker la propagande, réussir à identifier comme étant de manière formelle des contenus qui ont été écrits ou rédigés à la base par un acteur identique. Donc ça commence à devenir très compliqué. Pour autant, on a quand même des agences efficaces. Viginum, en France notamment, a fait ce graphique pour essayer de remonter la source. Alors vous remarquerez qu'à la source, on arrive, quand ils remontent la chaîne, ils finissent par avoir tout en bas administrateur inconnu, commanditaire inconnu. Bon, parce qu'il y a un échelon au-delà duquel on n'arrive plus à aller à un moment. Sauf que bon, tous ces inconnus servent un même discours, pro-russe, anti-élite, anti-OTAN et pro-Kalin Georgescu, qui était le candidat anti-système à l'époque, le seul et qui était pro-russe. Donc voilà, l'élection est annulée. Il y a eu de nouveau une élection en mai 2025 et c'est un autre candidat qui a gagné, qui a été élu, mais pas Kalin Georgescu. Et tout ça, on leur a donné un nom à ces campagnes russes de déstabilisation. Alors, par contre, je reviens notamment en France, mais c'est une campagne qu'on a appelée la campagne Storm 15-16. Et c'est hyper intéressant de voir, je vous ai mis ce graphe parce que je l'ai découvert récemment. On voit en haut ce qui s'est passé en France. Donc, par exemple, une déclaration d'Emmanuel Macron qui rencontre Volodymyr Zelensky. Et en bleu en bas, tout ce qui se passe, toutes les actions commanditées par les Russes dans le cadre de cette grande opération de désinformation Storm 15-16. Et en fait, on voit que quelques jours à chaque fois après, il se passe quelque chose et il y a une contre-offensive, un contre-discours sur les réseaux sociaux pour tenter de contrebalancer. Par exemple, après la rencontre entre Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky, vous allez me dire que ce n'est pas directement lié, mais c'est là que c'est très subtil et très fort. C'est que pour nuire à un pays ou à un État, c'est pas forcément dire Emmanuel Macron, je ne sais pas quoi. Là, par exemple, ils ont été inventés qu'un migrant du Tchad avait avoué avoir violé une fille de 12 ans en France, bon, pour déstabiliser le contexte français et attiser les controverses, tout ce débat autour de l'immigration, des OQTF, etc. Là, ah oui, il y a eu cette vidéo du militant islamiste menaçant de brûler Notre-Dame, par exemple, quelques jours après aussi un discours d'Emmanuel Macron. Ah oui, alors la fameuse campagne visant la première dame de France, donc Brigitte Macron, sur sa transidentité, qui a été allègrement orchestrée et en tout cas poussée. Il y a eu des acteurs français aussi qui ont participé, on y reviendra si on a le temps, mais par les Russes. Et puis, voilà, donc c'est intéressant aussi de voir le big picture, j'allais dire, de se décentrer et de regarder la chronologie globale, parce que parfois, quand on est dedans, on ne voit pas le lien. Enfin, je veux dire, à cette époque-là, le 23 décembre, personne ne se dit que ça, c'est lié et que c'est une réponse russe à un discours d'Emmanuel Macron, etc. Mais une fois qu'on dresse cette chronologie-là et qu'on voit que tout s'inscrit dans un narratif, encore une fois, pro-russe, anti-élite, anti-système, anti-Macron, anti-OTAN, et qui sert les intérêts russes, et bien là, ça prend tout son sens. Alors, la Chine... On ne va pas avoir le temps de tout faire, je pense. La Chine, les États-Unis. Donc le Pizzagate, on en a un petit peu parlé. Jusqu'à la prise du Capitole. Mais ça, c'est des exemples peut-être plus connus dont vous avez plus entendu parler. Donc je vais peut-être moins m'attarder sur ça. Et donc la France, par exemple, on a l'affaire sur la transidentité potentielle présumée de Brigitte Macron, dont l'identité aurait été usurpée à son frère, Jean-Michel Trogneux,
Voilà, alors il y a eu un procès récemment parce que les époux présidentiels ont fini par porter plainte. Et notamment contre eux, alors il y a la fameuse Candace Owens, qui est une influenceuse aux États-Unis qui a fait des millions de vues avec cette théorie-là, alors qu'elle n'a absolument pas enquêté sur le sujet, qu'elle n'est absolument pas journaliste, d'ailleurs qu'elle se prétend journaliste, mais pas du tout. Mais il y a eu aussi des actes. Alors il y a tout un tas de. Alors forcément, toujours ça s'appuie sur la morphologie, sur. On va essayer de trouver des preuves, d'établir des liens, de donner une sorte de vernis de rationalité et de voilà que ce ne sont pas que des préjugés, mais que ce sont des preuves jusqu'au plus voilà au plus dégoûtantes. Donc voilà, ce sont quand même des choses qui ont un effet, qui ont un impact. Et pourquoi on y croit? Alors, si vous deviez... alors, d'abord les moteurs, mais on a commencé à les aborder. À votre avis, quels sont les 3 principaux gros paquets ou groupes d'intérêts, les grosses motivations derrière le fait de propager des fake news? On en a vu déjà plusieurs, mais on les a vus. Donc vous en parliez d'un, donc un peu le buzz, faire le buzz, voilà, mais qu'il y a un autre aussi dont on parlait, faire de l'argent, bien sûr, générer des revenus. Et puis bien sûr, on l'a vu aussi beaucoup avec la propagande, l'idéologie, qu'elle soit au service d'un État, d'un parti, d'une religion, d'une minorité, peu importe, mais en tout cas des idées, faire passer des idées, influencer, infuser. Voilà, donc, et parfois avec des trucs complètement anodins. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, là, il y a quelques jours, semaines, c'est très récent, le fameux Cyril qui a orchestré l'enlèvement sur les réseaux sociaux de son chien, ce qui a ému énormément beaucoup d'internautes qui sont très attachés à leur chien. Et il y a même des associations de protection, de défense animale, etc., qui ont lancé des recherches, qui se sont vraiment investis parce qu'il pleurait dans ses vidéos et qu'il était atterré. Bon, en fait, il a tout orchestré, toute pièce. Oui, il l'a raconté après, il était en larmes parce qu'il s'est rendu compte que c'était quand même une très mauvaise blague et que plein de gens s'étaient investis émotionnellement dans la recherche de son chien et en temps et en émotion. Donc voilà, mais lui clairement, et donc étant interviewé après par des journalistes et répondant non mais c'est absolument pas pour le buzz. Oui, mais alors du coup c'est pourquoi? Si c'est pour le buzz ou pour gagner des abonnés ou des sous, voilà. Mais ouais, ces gens-là, ils sont quand même piégés aussi par leur propre jeu. C'est-à-dire que la réponse va tellement vite qu'à un moment donné, ils sont pris dans le mensonge Eh bien, oui, un peu les deux, et je pense plus ou moins selon les gens. Il y en a qui sont plus ou moins naïfs, et on pourrait se dire qu'au début, certains pourraient se faire avoir. En l'occurrence, quand même, aujourd'hui, au vu de où on est, à moins de naître aujourd'hui et de découvrir les réseaux sociaux aujourd'hui, mais je suis d'accord avec vous, plus ou moins selon les interlocuteurs. Il y en a qui se font aussi un peu avoir et dépasser. Mais clairement, là, par exemple, pour lui, quand tu as 8 millions d'abonnés sur TikTok et que ça fait des années que tu es dessus, etc., bon, clairement, il cherchait le buzz, il s'est fait attraper et prendre la main dans le pot de confiture. Et ça va que là, c'est sur un exemple, je vais dire, assez anodin, qui n'a pas eu vraiment beaucoup de conséquences sur les gens, mais des conséquences graves. Mais on voit que dans plein d'autres exemples, ça peut être différent. Alors, intéressant, dans les éléments de pourquoi on y croit, j'ai plein de slides, mais on ne va pas toutes les faire, et puis je les garde aussi peut-être pour les questions si on a le temps, mais en gros, pourquoi on y croit il y a des chercheurs qui ont essayé de théoriser, de regarder à quelle vitesse se propage une information, de la désinformation, notamment sur les réseaux sociaux. Et il y a une étude qui commence à dater un peu, mais 2019 sur Twitter à l'époque, qui racontait qu'une fake news était diffusée 6 fois plus vite qu'une information. Donc là encore, vous voyez à quel point la dissymétrie qu'il y a déjà sur tout un tas d'aspects qu'on a vus avec des outils gratuits en ligne qui peuvent créer toute pièce de la désinfo, etc. Et en plus, à partir du moment où elle est créée, il y a une survitesse de la désinformation par rapport à l'information ou au démenti. Alors même que nous, journalistes ou acteurs qui cherchons à débunker la désinformation, mettons déjà du temps à pouvoir les débunker. Et donc en plus, à partir du moment où le post répand beaucoup moins vite. Donc on a vraiment on est vraiment à la remorque. Et puis parce qu'on a tous tout un tas de biais, on en parle beaucoup plus ces dernières années, des biais cognitifs. Est-ce que c'est un terme que vous avez déjà entendu? Oui, quand même. Donc on ne va pas revenir sur tous les biais, mais j'allais dire aussi, donc certes, tous les acteurs ont leur responsabilité dans tout ça,
Et tous les acteurs doivent prendre leur part. Hop, c'était où? Voilà, tous les acteurs doivent prendre leur part, mais ne pas oublier que nous-mêmes, chacun de nous, on a aussi un désinformateur en chef à chacun dans notre cerveau, qui sont nos propres biais, nos biais conformations, tout un tas de biais cognitifs, et le fait que voilà, le regarder en face et avoir conscience que la désinformation ne vient pas toujours des autres ou d'acteurs mal intentionnés, mais que parfois nous-mêmes nous tendons des pièges et notre cerveau nous tend des pièges et que ces biais-là existent, eh bien déjà en être conscient pour être un peu plus alerte et s'en méfier, c'est intéressant. C'est intéressant, il y a plein de gens comme Albert Moukaïber qui est expert en sciences du développement cognitif et neurodéveloppemental, qui explique bien comment ces différents biais-là peuvent nous induire en erreur et comment éventuellement essayer de les contrer. C'est un interlocuteur très intéressant sur le sujet. Voilà. Et donc, il y a des initiatives pour essayer de... Parce que qu'est-ce qu'on fait face à tout ça? Pour terminer sur une note quand même un peu positive, bon, heureusement, face à ce tsunami, il y a quand même pas mal d'acteurs qui essayent de faire des choses. Et alors, bien sûr, on pourrait se dire que c'est toujours incomplet, c'est toujours insuffisant, mais quand même, il y a quelques années, il y a 2-3 ans, Emmanuel Macron a lancé les États généraux de l'information. Il y avait une 50aine de journalistes, directeurs, éditeurs, citoyens qui étaient sélectionnés pour réfléchir à des idées, j'en ai fait partie, pour essayer de réfléchir à comment améliorer l'espace informationnel et lutter contre la désinformation. Il y a des propositions qui ont émergé. Mon retour d'expérience, c'est que depuis qu'il a été déposé et que les propositions ont été versées au débat public, rien ne s'est passé. Aucune n'a été reprise à ce jour, donc on continue à faire des tribunes et à alerter la presse et à dire qu'on aimerait que ce soit repris et à solliciter des figures politiques pour qu'ils les mettent à l'agenda. Mais de fait, dans un contexte politique très mouvementé, une instabilité parlementaire, des réductions budgétaires, etc., ce n'est la priorité de personne. Et donc il y avait aussi eu des états généraux de la presse indépendante qui s'étaient noués avec une centaine de milliers d'indépendants et d'associations aussi en parallèle qui avaient fait des propositions très intéressantes. Au niveau européen, on a quand même le DSA, le Digital Services Act, depuis 2023, qui commence à planter des jalons, et il était temps pour imposer notamment aux plateformes, TikTok, Instagram, enfin Meta, donc avec Facebook, Instagram, et d'autres, de rendre des comptes, de lever un petit peu timidement, mais de commencer à lever le voile sur leurs algorithmes, les recommandations, qu'est-ce qui fait qu'on voit plus un contenu plus qu'un autre, etc. Et à mettre des actions en place pour atténuer certains biais. Donc voilà, avec des enquêtes qui sont menées sur les plateformes, etc. Le code de bonne pratique volontaire qui a été intégré au DSA, c'est pareil, c'était un truc un peu à la discrétion de si les plateformes voulaient bien. Donc bon, maintenant il est intégré au DSA, donc ça a une valeur un petit peu plus contraignante. Mais pareil, c'est des pas assez timides et qui sont complexes. Et on a beau, même parfois, les avoir mis en place, les plateformes font aussi un peu ce qu'elles veulent en partie et parfois elles refusent de communiquer certaines infos. Il y a eu aussi le rapport dont je parlais tout à l'heure de la Commission des affaires étrangères, un rapport d'information sur les ingérences étrangères qui évoquait différentes propositions que j'ai découvertes récemment, notamment par exemple, vous savez qu'en France, avant une élection, il y a une période de réserve électorale pendant laquelle certains candidats n'ont pas le droit de parler quelques jours avant une élection pour ne pas influencer et empiéter sur la sincérité du vote. Et bien là, cette commission, par exemple, propose d'imposer une période de réserve algorithmique, entre guillemets, donc sur les réseaux, pour que certains sujets ou que certains hashtags, peut-être, ne soient pas abordés. Donc transposer le principe de réserve électorale sur les réseaux sociaux. Après, pourquoi pas, je ne sais pas techniquement et réglementairement, juridiquement parlant, comment ça peut être mis en place, mais il y a des idées intéressantes. En tout cas, tout n'a pas encore été testé et il va falloir s'outiller mieux aujourd'hui face à toutes ces nouvelles menaces. Et puis, il y a des réponses un petit peu, je vais dire un petit peu rigolotes ou étonnantes. Avez-vous entendu parler du compte French Response? C'est tout nouveau. C'est le Quai d'Orsay qui a mis ça en place, le ministère des Affaires étrangères. C'est un compte officiel, vraiment
écrit par les autorités françaises, sauf que son ton est totalement décalé, elle reprend un peu les codes des réseaux sociaux, par la satire, par l'humour, et se permet de répondre même à des chefs d'État ou à des gouvernements, et à Poutine, ou à, voilà, avec parfois des gifs, des choses qui tournent en dérision, et même autodérision par rapport à Emmanuel Macron lui-même. Là, récemment, ils ont publié un tweet avec écrit « Fanchot », comme il a dit à Davos, mais avec vraiment une orthographie faux chou, vraiment phonétiquement. Donc voilà, avec une posture, comme le dit Jean-Noël Barrot, franche, teintée d'humour, de dérision, parfois d'autodérision, mais qui conduit à la viralité sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que c'est vrai que si on n'adapte pas les codes, une réponse très institutionnelle, comme c'était le cas jusque-là, ben en fait, c'est pas viral, personne ne la partage et ça n'atteint pas tous les gens qui ont été touchés par la désinformation. Alors que des réponses un petit peu plus décalées et un petit peu plus avec les codes des jeunes aujourd'hui, et bien finalement vont devenir virales elles aussi et vont un petit peu plus contrer le discours. Donc voilà, ça c'est dans les nouveautés. Et puis, bon, j'aurais encore plein de choses à dire, mais je vais surtout vous écouter et on va pouvoir échanger. Merci pour votre écoute. Merci. Monsieur. Première question, s'il vous plaît. Au tout début, vous parlez de l'affaire du pont de Ligonnès et vous faites allusion à l'agence, un communiqué de l'AFP qui corrige. Est-ce que vous avez à la fois la première dépêche de l'AFP, peut-être aurait eu une avant, et puis cette correction? Alors là, tout de suite sur moi, non. Mais elles existent et vous avez raison, en fait, donc il y a eu l'AFP en l'occurrence, elle a eu deux moments, deux rôles, comme le Parisien d'ailleurs. Donc un rôle de coupable quelque part de la désinformation et après un rôle de mea culpa. Tout s'est passé entre le vendredi soir et le samedi. Samedi matin en gros, dans un mouchoir de poche. 20h44, le Parisien publie, Xavier Dupont de Ligonnès arrêté, et 21h, donc quelques minutes après, il faut savoir que le Parisien c'est un média très prescripteur. Pardon, on n'entend plus du coup. Ah, merci. Le Parisien, c'est un média très, on dit, prescripteur au sein des médias en France sur la question des faits divers, parce qu'ils ont un énorme réseau, leurs journalistes, avec la police, la justice, et en France et parfois aussi à l'étranger. Et donc prescripteur au sens où il a un degré de confiance de la part de tous les autres médias qui est assez élevé sur la question des faits divers, ils sont souvent en pointe. Et donc l'AFP reprend 16 minutes plus tard, 21h, Xavier Dupont de Ligonnès arrêté, en citant aussi les sources du Parisien, en citant que c'est le Parisien qui l'a révélé, en citant les sources écossaises qui pensent avoir arrêté elles-mêmes. Là encore, hein, on n'est pas sur un truc inventé de toutes pièces, c'est que les sources fiables habituellement interrogées par ces journalistes et par les autorités françaises elles-mêmes en Écosse, elles-mêmes se trompent à l'époque. Et donc tout le monde se trompe en fait. Et donc du coup, dépêche AFP 21h, quelques médias prennent le soin de mettre un conditionnel aurait été arrêté, donc quand même prudence, et parfois où Xavier Dupont de Ligonnès arrêté, point d'interrogation, c'est des petites choses en typo, mais sauf que ça introduit une prudence qui aurait été de mise, normalement. Ça servira de leçon à tout le monde, ou pas, bon entendeur. Mais en tout cas, et le lendemain, en fait, le lendemain matin, il y a un démenti, bien sûr, de l'AFP, et de tout un tas de médias, du Parisien, et de tous ceux qui étaient partis dans ce sillon trop vite, tête baissée. Ouais. Parce que l'AFP, c'est bien quand même l'agence officielle française. Alors, entre guillemets. Qu'est-ce qu'on peut dire derrière ça? Alors disons que l'agence officielle française, ça peut renvoyer à deux choses. Le fait que ce serait une agence d'État, par exemple, et qui serait un peu téléguidée ou ne serait pas capable de, par exemple, d'émettre des jugements critiques sur l'État ou sur des politiques ou des choses comme ça. Bon, en l'occurrence, il y a des exemples quasiment tous les jours, si vous êtes abonné au fil de l'AFP, du fait que l'AFP couvre tous les sujets, y compris ceux qui sont gênants pour la France, pour Emmanuel Macron ou pour ses ministres. Il y a peut-être quelques angles morts sur quelques sujets, parce que peut-être qu'ils ne font pas l'ensemble, l'immense majorité, mais en tout cas, il y a du contenu critique vis-à-vis de la France et des autorités françaises chaque jour sur l'AFP. Et heureusement, et c'est très bien. Ce qu'il faut remettre en contexte, c'est en quoi c'est une agence de presse française et qu'est-ce qu'une agence de presse finalement. L'agence de presse, c'est l'acteur avant même les médias. Les médias à tous les titres que vous connaissez, Le Figaro, L'Humanité, Mediapart, TF1,
n'ont pas des correspondants dans le monde entier. Ça coûte trop cher d'avoir un réseau de correspondants partout dans le monde et personne n'en a les moyens. Il y a 3 grosses agences de presse dans le monde qui ont des correspondants quasiment dans tous les pays du monde et qui fournissent de l'info brute, donc très peu éditorialisée, juste avec des faits en entonnoir, comme on appelle ça, donc avec les infos les plus importantes en haut et plus on avance dans l'article, plus ça va dans le détail, et qui sont vraiment brutes, le nombre de morts, les heures, les dates, les jours, qui étaient là, etc. Et ça approvisionne tous les médias du monde entier qui après s'en emparent et rédigent leurs articles. Et donc en effet, il y a 3 agences de presse dans le monde, l'AFP, AP, Associated Press et Reuters, et ces 3 agences-là fournissent le monde entier en info. Et c'est la seule agence française francophone qu'on ait, parce que les 2 autres sont anglaises et américaines. Et donc voilà, c'est une agence, j'allais dire, de la francophonie, donc déjà pas que de la France, même si son siège est basé à Paris, place de la Bourse. Mais voilà, donc il y a aussi beaucoup de fantasmes un peu sur ces agences de presse, parce qu'on se dit, c'est fou, elles ont les clés, quand même, elles nourrissent énormément de médias après. Mais elles font aussi quand même, alors elles nourrissent, vous me direz peut-être pour le meilleur et pour le pire, mais globalement, elles nourrissent quand même en info brute, vérifiée. Il y a quelques exemples, mais sur des dizaines et des dizaines de dépêches chaque jour publiées par l'AFP, les cas se comptent sur les doigts d'une main là en une décennie d'erreurs. Il y a un cas très, très marquant qui a mené d'ailleurs au limogeage. Plusieurs personnes employées de l'AFP ont été virées par la suite, mais c'est l'annonce de la mort par erreur de Martin Bouygues, vers 2012, je crois, de Martin Bouygues, donc l'industriel à la tête du groupe Bouygues, groupe de BTP, groupe de télécom, et donc qui avait été annoncé par erreur, parce qu'a priori c'était un homonyme, un autre Martin Bouygues qui était décédé, mais pas lui, et donc ça avait été annoncé par erreur dans les colonnes de l'AFP, et donc il y a eu une enquête interne, il y a eu des sanctions, mais voilà, donc il y a quelques erreurs, mais globalement, dans ce tsunami de désinformation qu'on vous présente là, et qui est la réalité aujourd'hui sur les réseaux sociaux, etc., il faut aussi avoir des points de repère. Et globalement, les médias, avec des vrais journalistes qui travaillent dedans, donc pas les fermes à trolls ou les fermes à contenu, et les agences de presse, sont des contenus infiniment plus fiables que l'individu lambda que vous trouverez sur Twitter et qui vous dirait attention, je sais pas qui est un Illuminati ou je ne sais pas qui. Toute proportion gardée que, évidemment, il existe aussi des sources fiables, parfois inconnues, et des lanceurs d'alerte qui parfois révèlent des choses vraies alors qu'ils sont inconnus. Bien sûr, et tout comme du côté des journalistes, il peut y avoir parfois des gens qui se trompent ou des gens qui sont mal intentionnés. Mais globalement, là, on est dans une ère telle du soupçon et de la défiance que ce qu'on sent, c'est que les gens ont besoin de repères et que globalement, dans ce paysage désinformationnel, c'est important aussi de leur rappeler que c'est pas parce que parfois il y a des erreurs ou des gens mal intentionnés dans les médias que tous les médias vous mentent ou que tous les médias se trompent. D'ailleurs, on pourrait reprocher énormément de choses aux médias sur, j'en sais rien, par exemple qu'il y a trop d'éditorialistes ou trop de propos politiques, ou qu'ils soient pas assez sur certains sujets. On me dit, quand je rencontre des gens en conférence comme ça, les gens par exemple qui ont une personne handicapée dans leur famille viennent me voir et me disent on parle pas du tout assez du handicap dans les médias. Ben, j'entends, je comprends, c'est vrai, il y a certains sujets, selon ce qui nous touche, selon notre vécu, qu'on trouve qu'ils ne sont pas assez couverts. Donc il y aurait énormément de griefs à faire aux journalistes, mais c'est vrai que dans cette ère de défiance et de désinformation, globalement, les désinformateurs, on l'a vu, sont quand même beaucoup plus du côté soit d'agences d'État et de propagande, voilà, par exemple russe ou américaine sur certaines choses, ou de citoyens et de gens attirés par le buzz ou le clic et par faire de l'argent. Mais encore une fois, moi et mes collègues, on n'a aucun intérêt, on ne va pas gagner plus, on risque de perdre notre boulot, on aura des sanctions soit internes, soit vraiment être virés. On devra faire un mea culpa, un démenti le lendemain dans les colonnes, ça c'est une obligation déontologique, alors que l'influenceur ou le citoyen qui a raconté n'importe quoi le lendemain, il ne sera pas du tout obligé sur son site ou sur son fil de démentir. Donc il y a quand même tout un tas de règles qui font que il faut aussi pouvoir se dire, dans l'immense majorité du temps et des cas, que les médias et certains médias de confiance, si vous les connaissez depuis longtemps et que vous voyez qu'ils sont fiables et qu'ils font des démentis quand ils se trompent, etc., bah, vous dire aussi que vous pouvez globalement leur faire confiance. Et ça ne veut pas dire tout gober ce qu'ils disent tout le temps, mais ça veut dire que voilà,
par rapport à l'immense majorité des acteurs sur la toile, anonyme ou quoi, bah oui, il faut quand même savoir raison garder et pas mettre tout le monde dans le même panier, si je veux dire. Madame. Vous disiez tout à l'heure, face à une information, une image, etc., il faut savoir prendre son temps et rebrancher son cerveau. Encore faut-il avoir eu la chance dans son enfance, dans sa petite enfance, d'avoir eu un cerveau qui a appris à fonctionner. Moi, je suis stupéfaite de voir dans le train, dans le métro, dans les parcs, des enfants qui sont encore en poussette, qui n'ont pas de jeu, qui n'ont pas de livre. Et quand ils commencent à trop relever, on leur file le téléphone portable pour qu'ils regardent des vidéos, etc. Après, je pense que les actions qui sont menées par les institutionnels, que vous avez citées, lutter contre les fake news et autres, sont très bien. Et je pense que les politiques sociales, pour que les gens aient les moyens de s'occuper des enfants et d'être logés correctement, des politiques éducatives pour que les enfants soient correctement encadrés à l'école, etc., ça rentre aussi dans l'enjeu. C'est clair. Et vous avez raison, et c'est là où chaque brique de la société doit prendre sa part. L'école, les politiques, les acteurs de la société civile, les journalistes et les médias, chaque citoyen, les familles. Et donc, tous les acteurs doivent collaborer et contribuer à essayer de poser des digues, poser des jalons, poser des repères, poser des limites dans l'usage des smartphones, etc. Là, on voit à l'école, il y a beaucoup de débats ces dernières années sur le fait de repousser les écrans, alors soit en les interdisant totalement à l'école, ce que font maintenant énormément d'établissements, mais même aussi, de plus en plus, on rétropédale sur l'instauration, la généralisation des tablettes et des écrans à l'école, parce qu'on se rend compte, et de plus en plus de pays, notamment en Scandinavie, s'en rendent compte et reviennent au tout papier, quasiment, parce qu'on se rend compte aussi que cognitivement, en fait, l'apprentissage n'est pas le même sur un support papier que sur des tablettes et sur des écrans, en fait. Donc vous avez raison sur plein de choses, on est peut-être allé parfois trop loin, et c'est pour ça qu'il faut sans arrêt être dans le réflexif et dans l'analyse de ce qu'on fait et jusqu'où il faut aller, et savoir revenir en arrière aussi. Mais c'est clair, il y a aussi, on n'en a pas parlé, mais dans les législations, on va dire, innovantes et ambitieuses, l'Australie qui vient d'interdire, je ne sais pas si vous avez suivi, il y a quelques mois, c'est tout récent cet hiver, l'usage des réseaux sociaux au moins de 15 ans. Donc ça c'est quand même une révolution, voilà, on va voir ce que ça va donner. Il y a déjà pas mal d'effets de bord et de contournement avec en fait énormément de jeunes qui utilisent le téléphone de leur frère, leur grande sœur, ou se font identifier une première fois avec des plus vieux et après retournent, etc. Donc c'est pas... pour l'instant, personne n'a la formule magique qui est la recette miracle, je ne pense pas qu'elle existe. Mais ce qui est clair, c'est que vous avez raison, tous les acteurs doivent jouer un rôle. Et parfois, on est un petit peu désarçonné parce qu'on a l'impression que chaque acteur qu'on va voir ou à qui on parle de ces enjeux-là a tendance à renvoyer un petit peu la balle aux autres acteurs. Et en fait, il faudrait qu'en effet, chacun prenne sa part. Vous avez raison. Moi, je témoigne que je n'ai pas de portable, que je ne regarde pas, la télé, que ce soit... Et vous allez bien hors du numérique. C'est ma philosophie, donc j'essaie de l'alimenter. Et c'est pour ça que je suis ici aussi, c'est pour comprendre un peu ce qui fonctionne. Mais il y a tellement d'émotionnel, je suis très émotive, moi. Donc je me suis dit, je ne vais pas là. Parce que je risque d'être complètement bousillée, annexée, aliénée avec ça. Et quand je vois le jeune, le chien, là, mais c'est un besoin de reconnaissance qu'il a. Il a besoin d'amour. Et alors, il a besoin de sous, c'est pragmatique. Oui, d'accord, je pense que c'est plus de l'argent. Mais s'il avait davantage reçu d'amour, oui. S'il avait davantage de structure, voilà, psychologique, qui est c'est par l'amour que ça se passe, l'éducation, si on veut. Donc moi c'est ça qui me choque, c'est que on se précipite. Oui, on se lâche bien parce que vous vous connaissez et vous avez décidé de, vous connaissant, vous dire ah bah là du coup je me méfie de ces outils parce que ça va jouer sur mes émotions, etc. En l'occurrence, je ne sais pas vous, mais qui comme madame n'a pas de téléphone portable? Il y en a deux. Deux personnes. Et sinon tous les autres, qui dirait, allez on va faire le petit jeu, qui dirait qu'il se fait en partie bouffer par son téléphone portable?
Ah bah évidemment, moi aussi, je lève la main, je ne fais pas exception. Mais je te connais si. Alors quand même, pas mal de gens ici qui résistent. Et c'est bien, bravo. Alors je dis par le téléphone portable, ça peut être par Internet, par les réseaux sociaux, mais par tous les supports numériques, hein, peu importe. Mais bien sûr, alors vous voyez, je vais vous raconter une petite anecdote parce que vous avez l'air surprise, mais bien sûr, et j'ai pas honte de le dire, même si j'en suis pas fière. Mais je préfère vous le raconter en toute, en toute honnêteté. Moi-même, alors, et de par mon métier et par mon caractère, je pense aussi un peu assez curieux, assez voilà, évidemment, je fais partie des cibles des réseaux sociaux. Alors, je ne suis pas sur TikTok, Snapchat et les nouveaux réseaux. J'étais un peu sur Facebook à l'époque, un petit peu sur Twitter, je n'y suis plus trop. Mais disons que sans publier de choses, ça m'intéresse de voir ce qui s'y passe et de lire, et notamment pour mon travail. Mais sauf qu'en fait, même sans publier, on se fait phagocyter et grignoter son temps, et ça nous arrive quand même, j'imagine, à beaucoup d'entre nous, tous ceux qui ont levé la main, de relever la tête après cette vie, je vais y passer 5 minutes, et de se dire, ça fait 1 heure. Ça fait 1 heure que je vais perdre mon temps sur mon réseau. Donc, certes, c'est pas que du temps perdu, etc., mais on est quand même un peu otage. Et donc, la petite anecdote rigolote, c'est que depuis quelques mois, je fais mon coming out avec vous aujourd'hui, depuis quelques mois, j'ai téléchargé une application pour restreindre l'usage de mon téléphone. Et en fait, c'est une application qui fait que quand j'appuie sur mon téléphone, au lieu d'avoir accès, donc si je fais mon code, à mon écran de base où vous voyez normalement toutes vos applications, c'est tout noir et j'ai seulement quelques applications accessibles et je n'ai pas mis les réseaux sociaux dedans. J'ai mes mails, l'horloge, mes messages, mes appels, un navigateur web, mais je n'ai pas les applications comme par exemple Instagram où j'aurais pu aller perdre du temps. Et donc j'appuie pour aller dessus et là ça s'ouvre, mais pour rentrer et aller chercher Instagram, je dois faire ça, je dois taper Instagram et y aller, et là il y a un compteur qui s'allume et je dois sélectionner la durée que je vais y passer. Donc par exemple je mets 5 minutes et là ça m'ouvre Instagram. Et au bout de 5 minutes, j'aurai un écran noir qui va revenir et qui va me dire temps écoulé. Et il va y avoir une petite horloge, j'allais dire, qui apparaît avec un compteur où pendant 20 secondes ça me bloque. Et en fait ça, mine de rien, pour décrocher quand on est un peu accro, et ben, c'est vachement bien. Et donc dites-vous que les gens sont tellement accros aujourd'hui qu'ils payent pour ça, c'est-à-dire que vous payez quelques euros par mois pour regagner du temps de vie. Et de fait, depuis quelques mois, j'ai gagné énormément de temps parce que j'ai réduit énormément le temps et pourtant je ne passais pas non plus, par rapport à plein d'autres, je n'étais pas non plus à 7 heures par jour. Mais voilà, de fait, donc voilà, on fait tous notre mea culpa. On essaye tous. Mais voilà, c'est un combat quotidien. Mais l'autre jour, j'étais avec des amis, nous discutions avec le téléphone à côté, mais je ne le touchais pas. Et d'un seul coup, Jiminy Cricket, Jiminy m'a dit pour avoir la main sur le militantisme, qu'est-ce que c'est? Et bien, il s'était mis en route tout seul, il me parlait, je ne lui avais rien demandé, ça a enregistré mes propos et ça m'a donné une réponse à une question qu'il n'avait pas posée. Ouais, c'est très flippant et c'est pour ça que n'hésitez pas, si vous avez des enfants ou des petits-enfants qui s'y connaissent un petit peu, à régler dans vos paramètres parce qu'il y a des endroits où vous pouvez régler dans le téléphone le fait que par exemple il n'y ait pas d'enregistrement intempestif et qu'il n'y ait pas de reconnaissance vocale pour enregistrer vos propos tout le temps, mais que vous puissiez l'activer que quand vous en avez besoin. Et j'allais dire de manière générale, de manière générale, évitez de la... Enfin, ne cochez pas, n'autorisez pas à enregistrer en permanence et à ce que ça se soit débloqué en permanence parce que sinon on a tous un petit espion dans la poche et puis même vis-à-vis de vous et puis vis-à-vis des gens autour de vous, quoi. C'est quand même gênant. Là, je ne sais pas si vous avez vu la dernière nouveauté, une start-up aux États-Unis qui a lancé un truc qui s'appelle Friend. C'est un petit collier qui ressemble à un petit galet que vous mettez autour de vous et qui est en fait juste un espion, c'est-à-dire que les types, déjà, ils vont tout enregistrer, tout ce que vous... Donc ça coûte autour de $130, $150, $120, €, quelque chose comme ça. Et donc vous l'avez autour du cou, ils enregistrent tout ce qui se passe autour. Donc quelqu'un qui se connaît un peu en technologie me disait qu'ils auraient même pu le faire gratuit et même pas le vendre 150 € parce qu'en fait, avec la vente, avec la masse de données qu'ils vont agglomérer et la revente de ces données, ils vont pouvoir c'est de l'or en fait. Vous êtes chacun des petits publicitaires de cette marque qui va pouvoir les revendre gratuitement. Donc c'est très flippant. Et ça pose des questions de confidentialité évidemment énormes et de sécurité aussi. De sécurité, hein.
On sait que, par exemple, au tout début de TikTok, quand il y avait le truc qui permet de géolocaliser les gens, c'est-à-dire que sur TikTok, vous pouviez regarder qui était connecté sur TikTok autour de vous par une petite carte. Mais ça a un peu changé ça maintenant, mais notamment parce que quand je dis des histoires de sécurité, c'est pas qu'il y a des trucs anodins, c'est qu'il y avait par exemple des femmes battues, recherchées par leur mari, qui avaient pu être retrouvées ou des choses comme ça. Enfin, ça pose parfois aussi des vraies questions vitales et d'intégrité physique pour les gens, quoi. Donc voilà, entre la désinformation et d'autres types de menaces, faites bien attention à votre vie privée et n'hésitez pas aussi à en parler à vos enfants ou petits-enfants si vous en avez, qui sont parfois très aguerris et très au courant de tout ça, mais pas toujours. Donc faut pas hésiter. Je voudrais revenir sur les états généraux de l'information. Pour être très franc avec vous, je n'ai pas suivi ça de très près, mais j'ai vite zappé parce que j'ai été profondément troublé par l'attitude de Reporters sans frontières. Sur quel aspect? Sur l'aspect, j'avais pu comprendre. Alors c'est une interprétation de ma part, il faut que je sois prudent. Reporters sans frontières aurait souhaité, entre guillemets, labelliser un certain nombre de journalistes par rapport à tel autre. Alors, très intéressant, c'est qui d'autre a entendu parler de la labellisation de l'information? C'est un débat assez récent et qui a fait polémique. Alors, c'est pas lié aux états généraux nécessairement, parce que ça n'a pas émergé à ce moment-là et ça fait des années que c'était en discussion, cette question de la labellisation de l'information, portée notamment par Reporters sans frontières, vous avez raison, et déjà utilisée par des dizaines de médias dans le monde. Et alors, ce qui est intéressant, moi, ce qui me semble intéressant, puis après on pourra aussi discuter des critiques, c'est que dans leur motivation première, c'était de se dire, dans ce paysage informationnel et désinformationnel, où plus personne ne sait vers qui se tourner, il faudrait identifier justement des acteurs pour que le grand public, les gens, sachent où est-ce qu'il y a, par exemple, de vrais journalistes payés pour ça, donc qui ont une formation, avec du matériel, avec un encadrement juridique, avec des principes éthiques, déontologiques, avec, etc., tout un tas de critères. Et donc, quand les gens cocheraient tous ces critères, quand ces médias-là cocheraient tous ces critères, donc des grands médias, je dis n'importe quoi, Le Monde ou Der Spiegel en Allemagne cochent clairement tous ces critères, ils se verraient labellisés au sens, donc, ce n'est pas chaque contenu qu'ils produisent qui est labellisé, évidemment ça c'est impossible à faire, on ne peut pas émettre une opinion, un avis sur chaque contenu produit par chaque média dans le monde, mais par contre le média, la source de l'information, est labellisée comme étant digne d'intérêt parce qu'elle a tout un tas de jalons en place, notamment aussi les jalons en cas d'erreur, d'obligation, de principe de démenti, etc. Tout un tas de jalons dont ne dispose pas tout un tas d'autres acteurs dans la jungle informationnelle qui ne sont pas des journalistes payés pour ça, donc qui sont payés au buzz, au clic ou au partenariat commercial, qui n'ont pas de formation journalistique, qui font de la propagande pour tel ou tel, au plus offrant, etc. Et donc, c'était une manière de dire, on ne pourra pas labelliser les contenus, mais on pourra labelliser les producteurs d'informations, ceux qui sont fiables et qui essayent de faire leur boulot de manière correcte. Pour certains, pour les détracteurs, certains disent oui, mais ça a été dit au moment où c'est sorti, certains l'ont déformé, notamment sur certains plateaux télé, en disant ah mais c'est une manière de dire qu'est-ce qu'une bonne ou une mauvaise information, ou de dire ça va être une police de la pensée, du journalisme ou des choses comme ça. Écoutez, j'entends, mais en tout cas, ce qu'il faut distinguer, c'est que non, c'était pas une police de l'information. Déjà, c'est pas l'État qui est derrière ni rien, c'est des ONG et des assos et plutôt des gens issus justement de l'éducation aux médias ou RSF ou des gens qui se préoccupent de la liberté de la presse et qui se préoccupent de la question de la défiance du public vis-à-vis des journalistes. Et c'est des gens qui cherchaient des solutions sur comment redonner confiance aux citoyens vis-à-vis des médias qui essayent de bien faire leur travail. Donc certains diraient peut-être que c'est maladroit et que c'est trop... Voilà, mais moi je trouvais que c'était une initiative intéressante par certains aspects. Par d'autres, je trouve qu'elle n'est pas forcément idéale, et j'aurais des petits ajustements à proposer. Mais voilà, en tout cas, c'est ni la solution, encore une fois, idéale à tous les problèmes, parce que c'est pas la seule chose qui va faire que demain les gens auront confiance, mais je trouvais que c'était une brique intéressante. Et à l'inverse, c'est pas du tout l'espèce de diable de police de la pensée qu'on a voulu faire croire, enfin, pour laquelle on a voulu la faire passer sur certains plateaux télé, notamment sur CNews, ayant énormément diabolisé l'initiative.
Ouais, Et la est-ce que question du coup, très on peut parler intéressante. de désinformation ou là, du coup, on est directement dans la désinformation? Alors, très juste, ça, vous abordez la question de la concentration des médias et de la concentration d'informations. Ça a été au cœur aussi des débats qu'on a eu aux États généraux et des États généraux indépendants aussi, des contre-États généraux qui se sont produits. Mais globalement, c'est une question qu'on se pose depuis 15 ans dans le milieu journalistique. Pourquoi? Parce que la loi concentration des médias aujourd'hui qui est en place en France, qui date de des années 80, en fait, de 84 ou 86, vous imaginez, donc ça fait en fait 40 ans. Et sauf que cette loi, elle imposait des quotas et des seuils, mais sur un système informationnel qui était celui des années 80. Donc déjà, un système informationnel où il n'y avait pas Internet et les réseaux sociaux. Donc ça change absolument tout. Donc c'est un système qui, par exemple, introduisait des seuils sur la presse quotidienne, qui disait que, par exemple, un même groupe ne pouvait pas posséder plus de 30% d'une certaine tranche de médias quotidiens, etc. Ça excluait les hebdomadaires. Mais en tout cas, voilà, ça posait des seuils. Mais ces seuils-là, aujourd'hui, ne sont plus du tout adaptés. Et ça fait 10 ans que certaines associations ou certaines personnes, dont moi, mais on est nombreux, essayent de dire mais il faut absolument les réformer. Et il y a eu notamment des députés qui ont porté des projets de loi, etc. Pour l'instant, c'est jamais passé. Et notamment, pas tant bizarrement, la théorie du complot pourrait dire mais c'est parce qu'on ne veut pas réformer et qu'on veut que tout le monde puisse continuer, que les grands actionnaires, etc. En l'occurrence, pour avoir planché sur ça de près et en avoir discuté avec des fonctionnaires d'État et des techniciens qui ont bossé vraiment sur la rédaction de la loi, cette loi est tellement compliquée qu'aujourd'hui c'est un millefeuille, en fait c'est énormément de pages et le seuil dans tous les sens qu'aujourd'hui personne ne sait comment la détricoter et comment en recréer une suffisamment adaptée aux enjeux aujourd'hui et techniquement et en fait ne serait-ce que techniquement, parce qu'aujourd'hui, mettre des seuils sur des réseaux sociaux, enfin des posts de médias, mais par exemple sur les réseaux sociaux ou sur Internet, ça pose énormément de défis techniques et de défis en termes de confidentialité de données et de trackers qu'il faudrait que l'État puisse imposer à tous les médias, des espèces de trackers pour filtrer, pour savoir le nombre de pages vues, le nombre de clics, le nombre de visiteurs uniques, etc. Et en fait, ça pose des questions et juridiques et techniques, etc., extrêmement complexes, ce qui fait que personne ne réforme cette loi aujourd'hui, tout le monde est un peu comme ça, parce que, en fait, on ne sait pas par quel bout la prendre, quoi. Mais clairement, elle n'est pas satisfaisante du tout. Donc c'est un grand questionnement. Et pour la question de désinformation, alors, clairement, il y a ce qu'on appelle la concentration verticale et la concentration horizontale, mais sans rentrer dans le détail, un même groupe aujourd'hui, notamment du fait de l'obsolescence de cette loi, peut posséder énormément de médias, soit au sein d'une même filière, un peu par exemple radio, plein de radios, etc. Mais ça, la loi de 86, je crois, encore une fois, ouais, 86, merci, l'encadre un petit peu. Mais par exemple, voilà, sur Internet, etc., c'est beaucoup moins pour les pure players, donc les médias en ligne, essentiellement en ligne, qui n'ont pas de radio, de chaîne ou quoi, ça l'encadre beaucoup moins. Et c'est ce qui fait aussi que des médias peuvent racheter, et notamment on pense au groupe Bolloré, parce que ces dernières années, c'est un groupe qui a racheté énormément de titres, qui s'est beaucoup étendu, et donc notamment avec le rachat de télé de CNews, du JDD, d'Europe 1 récemment, ou de Paris Match, mais qui possède aussi des salles de concert, qui possède aussi les points relais dans lesquels on va tous en gare ou aux aéroports ou des choses comme ça, qui sont partout. Et qui pose énormément de questions sur, sur la ligne éditoriale aussi qu'il y a derrière. Pourquoi? Parce que, en tout cas, chez Vincent Bolloré, il y a un projet idéologique ou politique qui est, alors pas assumé, parce qu'il s'en défend devant les commissions d'enquête parlementaire, mais énormément d'interviews ou de personnes qui l'ont croisé, d'enquêtes autour de ses proches, qui le connaissent, disent qu'il y a un projet politique derrière, et ses proches et les gens qui le soutiennent, Bernard Lavilliers, Éric Zemmour, plein de gens qui l'ont contribué soit à faire monter. Philippe de Villiers, pas le chanteur, autant pour moi. Fake news, heureusement que tu en as merci. Je voyais les yeux bouchés. Oh non, pas Bernard Lavilliers quand même. Non, avec sa petite marinière et ses chansons. C'est ça, non, quand même. Non, donc vous avez raison, pardon. Autant pour moi, Philippe de Villiers. Et donc il y a quand même un projet idéologique, et surtout, parce que qu'on soit d'accord avec sa ligne éditoriale ou pas, moi je ne suis pas là ici aujourd'hui pour vous dire si c'est bien ou c'est pas bien cette ligne éditoriale et si je la consomme moi-même. Mais ce qu'il y a, c'est que ça pose quand même des questions
paradoxalement, ce qu'il dit, lui poser question dans le service public avec le pluralisme, ce qui m'étonne toujours, c'est qu'en fait, au sein de ces médias à lui, c'est l'inverse de ce qu'il défend, parce qu'en fait, il n'y a qu'une ligne éditoriale et qu'une pensée qui peut exister, et tous les journalistes qui s'y opposent ou qui ne sont pas d'accord ou qui disent juste bah, « moi je fais mon travail factuellement, mais je ne veux pas suivre votre ligne éditoriale », et ben en fait se font virer ou finissent par partir d'eux-mêmes. Et il y a des purges énormes, comme on n'a jamais vu à ITV, à Europe 1, où même après des semaines de grève, les journalistes finissent pour les 3 quarts par partir, ou la moitié, et ceux qui restent, pour en connaître certains, vivent soit l'enfer, soit finissent par partir, soit etc. Mais parce que c'est pas seulement... Là, vous voyez, c'est pas qu'une question de coloration politique, à mon sens, c'est même une question de liberté de la presse, de liberté d'expression, de brutalité. Quand Vincent Bolloré rachète le groupe Canal, et qu'est-ce qu'il fait? Les premières choses qu'il fait, c'est qu'il coupe, avant même de parler de gauche-droite, il coupe l'investigation, il supprime l'émission spéciale d'investigation sur Canal qui existe depuis des années. Il coupe les guignols de l'info, qui s'attaquaient à tous les partis, à toutes les tranches en fait, mais qui étaient dans la satire, qui étaient dans la critique politique acerbe et qui gênaient parfois les puissants, les groupes d'intérêt, les groupes politiques, les grandes entreprises, qui titillaient. Sarkozy avait dit quelques années avant qu'il faudrait absolument purger les guignols. Bon bah, Vincent Bolloré l'a fait. C'est une des premières choses qu'il a fait. Il a supprimé une très belle émission de magazine magnifique qui faisait des très beaux reportages à l'international qui s'appelait L'effet papillon. Pareil, squeezé. Donc là, vous voyez, on n'est même pas en train de parler même quasiment de gauche-droite à l'époque, mais en tout cas, il s'attaque à l'information puisqu'il déprogramme et il empêche de faire sortir de l'information d'intérêt public, du magazine de reportage international, de l'investigation, de la satire. Donc ça pose quand même question. Et puis, voilà, on a d'autres milliardaires d'informations dont on parle moins, qui ont des formes d'interventionnisme plus subtiles, parfois moins évidentes et moins brutales ouvertement, mais qui existent aussi. Par exemple, Bernard Arnault, qui est à la tête du groupe LVMH, a publié, c'est une révélation du média La Lettre, qui date d'il y a 2 ou 3 ans, qui a révélé que Bernard Arnault avait envoyé à tous les collaborateurs de tout son groupe une lettre faisant la liste des 7 médias auxquels les collaborateurs ne devraient jamais s'adresser et ne devraient jamais parler. Dedans, il y avait Mediapart. Et parce qu'on la chale en famille, et parce que le groupe Bernard Arnault, le groupe LVMH est un groupe familial, et que si vous avez des choses à régler, réglez-les ensemble, mais vous ne parlez pas aux journalistes. Donc voilà, il y a des choses, moi dans cette histoire, ce que je retiens, en tout cas en tant que journaliste, et ce sur quoi j'insiste, c'est pas, quelles que soient les sensibilités des uns ou des autres, et vous avez le droit de regarder CNews, évidemment, on est en démocratie, vous avez le droit, tant que CNews existe, de regarder CNews si ça vous plaît. Mais réfléchissez en tout cas aux idéaux que vous portez vous, et à ce qui est important pour vous en démocratie, la liberté de la presse, la pluralité, la contradiction de l'opinion sur un plateau télé et le respect porté aux personnes qui participent à ce plateau télé. Vous voyez, avant même de parler de gauche-droite, il y a tout un tas de questionnements et de valeurs qui peuvent venir être heurtées avant même de parler d'idéologie politique. Et c'est ça qui est aussi important de se rappeler, parce qu'aujourd'hui on est dans une ère aussi, un climat, je ne sais pas si vous le ressentez, mais où tout est énormément polarisé. On a l'impression que chaque fois que quelqu'un dit une phrase, on va le ramener à son étiquette politique, on va le ramener à être de gauche ou être de droite, etc. Mais j'ai l'impression qu'il faut aussi qu'on revienne aussi un peu à des basiques et à du respect de la parole, de l'écoute, du dialogue. Ça fait totalement béni-oui de dire ça et peut-être bisounours, mais sauf qu'on en a énormément besoin. Quoi. Donc voilà. Moi, je voulais parler, je rebondir sur le mot démocratie quand vous avez commencé la conférence. Là où je suis embêté actuellement, et je pense que l'évolution, à mon avis, je suis un peu pessimiste, mais je prends l'exemple américain, où on a quand même à la tête du pays un fournisseur de fake news assez important. Je pense qu'à la journée, il doit en sortir beaucoup, je crois. Je ne comprends pas pourquoi institutionnellement, dans ce pays-là, il n'y a pas des institutions qui viennent le contrer. Alors, je parle des Américains parce que, voilà, mais je pense qu'en Russie, tout est ficelé aussi, c'est exactement pareil. Mais pour pas, ce sont les mêmes choses, mais
je n'arrive pas à comprendre comment on n'a pas des contre-coups. Je ne sais pas si vous pouvez excusez-moi si c'est maladroit, mais dans le journalisme, dans des grands médias, des chaînes de télévision, qui n'est pas des. Même dans le monde politique, dans son camp. Ça commence à arriver. Quand un gars, il y a comme quelques voix, mais il serait temps, je veux dire, mais qui commence à dire oui, ça va trop loin, même pour nous, même pour quelqu'un, ça va trop loin. Là où ça fait peur, c'est que je me dis qu'on pourrait un jour, puisque ce qui se passe aux États-Unis, généralement, les décennies qui suivent, ça vient un peu chez nous quand même, on ne pourrait pas arriver à ce genre de choses. Donc si ça se déclenche pas chez eux, chez nous, ça pourrait être. Non, c'est un questionnement légitime. J'ai du mal. Voilà, quand vous venez de dire ça, la dame parlait d'éducation, des choses comme ça. Je ne suis pas pessimiste, ce que je veux dire, c'est que je ne vois pas trop les choses, il n'y a pas de choses qui nous disent ça va nous préserver notre démocratie, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Alors si, heureusement, il y en a, mais bien sûr, il y a des objets légitimes d'inquiétude que je partage clairement. Mais il y a aussi des contre-pouvoirs qui existent et qui font qu'on n'est quand même pas, alors pardon, je ne veux pas essentialiser du tout des pays, mais je parle en termes de système politique et de contre-pouvoir et de poids de la démocratie, on n'est quand même pas en Russie ou en Chine, par exemple. Clairement. Et voilà, on a cette chance-là, et notamment en termes de liberté de la presse. Par exemple, on est 25e du classement, donc certes sur 200 pays, mais 25e du classement. Je veux dire, voilà, donc c'est pas fou, c'est de moins en moins bien, mais on reste 25e du classement. Et moi aujourd'hui, et ça fait 10 ans que je fais de l'investigation, et moi directement, j'ai été très très rarement entravée en 10 ans de carrière. Il y a peut-être une fois ou deux où je considère qu'on a vraiment voulu me mettre un peu des bâtons dans les roues, mais honnêtement, je veux dire, les cas se comptent quand même sur les doigts d'une main, alors que dans certains pays, les journalistes ne peuvent pas enquêter. Clairement, il y a des pans entiers de la société, des pans entiers de la vie institutionnelle et de la vie politique qui ne peuvent pas traiter. Donc on n'en est quand même pas là. Ceci étant dit, donc, aux États-Unis, comme chez nous, il y a des contre-pouvoirs et on est quand même dans des régimes démocratiques au sens des contre-pouvoirs et des différents pouvoirs judiciaires, exécutifs, législatifs et de ce qu'on appelle parfois le quatrième pouvoir de la presse et donc les médias, avec quand même des voix d'opposition qui peuvent s'exprimer et dans les médias et de la société civile, des associations, etc. Ce qui n'est pas le cas, encore une fois, en Chine ou en Russie, par exemple, sur les droits de l'homme ou les droits des minorités LGBT, par exemple. Voilà. Mais en tout cas, donc, on n'en est pas encore là. Ces contre-pouvoirs existent, mais c'est vrai qu'aux États-Unis, et notamment quand on regarde le paysage médiatique, le paysage informationnel, quand on a quelqu'un qui se permet des méthodes quasiment autocratiques dans une démocratie, c'est très problématique parce que ça va très très vite et qu'il y a beau avoir quelques contre-pouvoirs, le Conseil constitutionnel par certains aspects, de l'opposition dans son propre parti qui commence de plus en plus à prendre la parole là vis-à-vis de la politique de l'ICE, de la police de l'immigration et qui renvoie d'étrangers qu'ils appellent avec beaucoup de délicatesse les aliens aux États-Unis. Bien sûr, il y a des voix qui commencent à s'élever, mais c'est très long parce que, alors, destituer un président de la République, il y a un cas d'impeachment, je ne sais plus si c'est Nixon, ou enfin, il y a un président de la République très célèbre qui a fini par tomber, d'ailleurs après le Watergate. Nixon, non, c'est Reagan. C'est Reagan. Non, c'est Nixon. Vous avez raison, c'est en 1976. Au revoir, Nixon. Et donc, bon, il y a des cas, mais il faut quand même une grosse affaire, il faut que ça passe par la justice, il faut que. Donc, on ne peut pas destituer un président comme ça. Et quelque part, c'est aussi un gage de stabilité dans nos démocraties. C'est qu'on ne peut pas non plus, comme quelqu'un a été élu et a été adoubé par une partie, un certain pourcentage de la population, bon, il est en poste et on ne peut pas destituer. C'est pas le destituer, mais c'est, je veux dire, entendre d'autres voix que la sienne. Parce que là, on voit peut-être ça, nous, Européens, par nos médias, on voit peut-être une partie des choses. Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup d'autres choses à côté qui viennent contrebalancer. Il y en a quand même, mais de moins en moins, c'est vrai. Mais notamment parce que, non mais vous avez raison, et notamment parce que, bon, par exemple, pour ne pas les citer, Fox News, qui est en gros un peu l'équivalent de nous, du groupe Bolloré qu'on a chez nous, ou des prémices par certains aspects de ce qui est devenu CNews, etc.
Fox News aux États-Unis, donc qui est pro-républicain, qui est pro-MAGA, qui est pro-Trump globalement, a une force de frappe considérable, une des premières chaînes de télé, si ce n'est l'une des premières aux États-Unis. Mais certains médias d'opposition et certaines voix d'opposition, je pense notamment au Washington Post, donc, qui est quand même l'un des titres emblématiques justement au parler du Watergate, qui existe depuis un siècle et demi, voilà, et qui porte une voix alors qui est traditionnellement un peu plus à gauche et un peu plutôt démocrate, un peu centre-gauche en fait, et qui fait notamment beaucoup d'investigations, etc. Et bien là, très récemment, alors je ne vais plus savoir quel est le gros milliardaire mania de l'info qui possède, c'est Amazon, qui est derrière Washington Post et qui a racheté, ouais c'est Bezos, c'est ça, j'avais un doute, et donc du coup, qui ont baissé des crédits et qui vont vraiment licencier et dégraisser énormément avec, je sais plus, 800 journalistes. 800 journalistes, c'est énorme, 800 journalistes, et donc là en fait c'est en train de mettre un coup de massue et un coup de rabot gigantesque à l'information et à l'information d'opposition dans le pays. Donc on voit que c'est pas seulement laisser s'exprimer des voix aussi, c'est notamment par le financement des médias et la concentration des médias, c'est ce que vous dites aussi, c'est que ces voix d'opposition, elles ont demain de moins en moins de canaux, de moins en moins de moyens financiers, de moins en moins d'espace. Comme nous on le voit sur l'investigation en France, le champ de l'investigation se restreint de plus en plus à peau de chagrin, et donc de plus en plus ces voix-là ont du mal à émerger. Et donc, oui, c'est ultra problématique. C'est ultra problématique. Et je ne sais pas à quel point ça préfigure ce qu'on est en train de voir en France, mais par certains aspects, il y a des parallèles à faire qui sont très inquiétants. Ouais. C'est pour ça qu'il faut se battre et qu'il faut que chacun prenne sa part et que tous les acteurs, je sais, ça peut paraître un peu désespérant comme ça, mais il faut avoir conscience de l'état, de cet état-là, pour le regarder en face et pour se dire, bon, on se serre les coudes. Qu'est-ce qu'on fait pour ça? Moi, qu'est-ce que je fais dans mon école, dans ma médiathèque, ma bibliothèque? Qu'est-ce que je fais avec les enfants, les petits-enfants? Qu'est-ce que je fais dans ma ville ou ma communauté de communes? Qu'est-ce que je pousse? Qu'est-ce que j'encourage? Et puis voilà, chaque citoyen, nous, chacun aussi face à nos écrans, rester dans une forme de vigilance et ne pas se ruer à corps perdu quand il y a un côté qui nous choque ou qui nous révolte, parce que ça arrive quasiment tous les jours aujourd'hui. Donc voilà, si déjà on pouvait faire chacun un petit peu notre petite part du colibri, mais chaque acteur de ce paysage informationnel, ce serait déjà génial. C'est un beau métier que vous avez quand même. Merci beaucoup, merci à chacun.